Pouvoir valider. Bonjour à tout le monde. On a réussi, bravo, à faire ce changement, pas évident, mais on a réussi à le faire. On est 4 aujourd'hui dans le studio de Bulle de Rêve. Le générique que vous entendez, c'est l'Homme Orchestre avec de Funès. Musique de François de Roubaix, un incroyable compositeur. Je vais de passer la parole au chef aujourd'hui. Non, il n'y a pas de chef évidemment à Bulle de Rêve. Mais tu vas nous présenter nos deux invités. Antoine, on t'écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bienvenue à nos deux invités, donc, qui sont Camille Almeras et Marie-Lou Soler, donc deux réalisatrices qui ont... Bonjour. Oui, bonjour. Tout à fait, mais bonjour Camille. Et bonjour. Et donc deux réalisatrices qui ont des parcours un petit peu similaires, puisqu'elles sont passées toutes les deux par le DMA de Roubaix et l'ENSAD, et qui en plus à qui on a proposé de venir en même temps, puisqu'elles ont étroitement collaboré sur plusieurs projets. Donc voilà. Et on voulait aussi confronter deux univers bien différents. On en parlera tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, on fera aussi un petit topo qu'on aimerait bien faire sur le futur de l'animation. Donc et non seulement Camille et Marie-Lou qui nous expliqueront ce qu'elles voient et comment pourrait être le futur de l'animation, mais aussi Antoine Bieber qui va nous dire aussi, qui va être un peu derrière le micro, même s'il est tout le temps, mais un petit peu. C'est rare. On va commencer par des news et puis on va commencer par autre chose. C'est parti. Dans l'aile ou la cuisse. C'est pour ça que j'ai commencé avec l'Homme Orchestre de Claude Zidi. Louis de Funès joue le rôle d'un critique gastronomique qui publie un guide célèbre donnant des étoiles aux restaurants les plus méritants. C'est une parodie bien sûr du célèbre guide Michelin. Dans le film, il s'appelle Du Chemin. Lors d'une tournée en région avec son fils, dans le film joué par Coluche, Du Chemin de Funès, donc se voit obligé d'incurgiter de la très mauvaise nourriture par un couple à qui il avait retiré ses étoiles pour un de leurs précédents restaurants et qui les avait conduits à la ruine. Donc voilà, c'est une scène horrible où il mange des choses absolument terribles. Et suite à ce gavage, Du Chemin de Funès est transporté à l'hôpital où l'on découvre qu'il a perdu le goût. Énorme problème, car le lendemain, il a un duel télévisuel face à Tricatel, le magnat de la restauration rapide. Un peu déjà l'idée du fast-food contre le bio. Le nom de cette maladie, c'est agueusie. Ça m'a toujours marqué quand j'ai lu agueusie. Alors, comme il est dans le film, et je peux vous dire, j'ai regardé ensuite sur Internet, ça vient de a, préfixe négatif en grec, et geusis, goût, toujours en grec évidemment, donc privation de goût. Je me demandais alors si beaucoup de gens du cinéma d'animation étaient atteints peut-être de deux maladies. Alors bon, des fois peut-être que d'une seule, mais déjà d'une que l'on pourrait nommer kinémagraphène. C'est pas évident. Donc toujours A, bien sûr, privation du grec, et ensuite du grec kinéma, mouvement, et graphène, écrire, qui serait traduit en français par cinématographe. Donc l'absence de cinéma chez ces gens-là. Cette absence de cinéma qui pousse beaucoup de ces réals à finalement ne pas réfléchir en termes de genre cinématographique, de plan, de cadrage cinématographique, d'écriture cinématographique, mais plutôt en termes d'illustration en mouvement. Je suis assez fier de moi. Je pense que la plupart en fait des gens d'animation font de l'illustration en mouvement et non pas du cinéma. Ça m'est venu cette semaine, donc je tenais à le partager avec tous les gens de Bulle de Rêve. Le storyboard, outil essentiel de la mise en scène, qui devrait donc se baser plus sur des ressentis, des émotions, des sensations, devient un outil en animation dans lequel on ne pense pas caméra, mais juste, entre guillemets, que le mouvement fonctionne bien. Alors cela donne souvent de belles choses, des belles œuvres, mais rarement celles qu'on garde avec soi. Alors cela est surtout vrai, on va dire, pour le format long et le format série. Pour le format court, moins touché par cette maladie, c'est plutôt de la seconde maladie qui touche d'ailleurs aussi le long et la série, que l'on pourrait appeler, alors je vais pas me lancer cette fois-ci dans un nom latin, mais qui pourrait commencer aussi par un A, dans cette idée de privation. Ça serait une privation de connaissance du cinéma d'animation, et en fait de ce qui est venu avant. Et à cause de cette idée de privation, de connaissance du cinéma d'animation, cette terrible privation, donc, fait penser à nombreuses créateurs et créatrices qui, ou elles, inventent à chaque fois un nouveau style, une nouvelle technique, comme si d'un seul coup quelque chose était nouveau. Attention, ne pas confondre cette maladie avec une autre maladie. Alors, ce qui n'est pas une maladie, d'ailleurs, qui est un snobisme très répandu des gens qui font de l'animation, qui se traduit par des phrases comme « Oh, moi je regarde très peu d'animation ». Des références à l'animation, moi, non, je crois pas. En art contemporain peut-être, ou en documentaire aussi, mais en animation, j'en vois très peu. Alors, ce snobisme est très répandu en animation. Encore récemment, des gens très bien, encore récemment sur quelqu'un qui a eu la chance de faire une rencontre avec lui, un type absolument adorable, mais qui, devant une salle, évidemment, parlait donc de son film, qui a obtenu les Césars du long métrage récemment,
où il disait donc devant toute la salle qu'en effet il avait très peu de références en animation, mais c'est surtout en prise de vue continue, en live, pardon, comme on dit évidemment. Ce snobisme est très répandu en animation, surtout du fait qu'on a toujours pensé être une petite famille. Alors que cette famille, sauf peut-être dans les années 50-60, et encore n'a jamais vraiment existé. Et s'il n'y a pas de famille, pas besoin de vouloir s'en extraire, s'en détacher dans des... Oh, moi je ne pense plus live qu'anime en fait. Puisque chacune d'entre nous, on est bien évidemment différents dans ce petit monde de l'animation. Alors, comme d'habitude, j'arrive pas à me relire. Et en fait, on s'en fout, à vrai dire. Dites-nous juste, ou plutôt faites-nous ressentir les choses, vibrer, réfléchir. Nous, spectateurs, spectatrices, que vous le fassiez avec telle ou telle technique, en fait, on s'en fout. Hein. On veut juste sortir un peu différent de la vision de votre film. On veut juste avoir bougé un petit peu par rapport au moment où on a commencé. Donc voilà. Donc c'est un peu mon envie de dire ça aux gens de l'animation. Puisque je suis dans les A privatifs, en cette période où la République, la démocratie montre une nouvelle fois ses faiblesses, il n'y a pas qu'elle qui montre ses faiblesses, mais ne serait-il pas temps que l'être humain comprenne ce que les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire savent depuis bien longtemps, c'est bien évidemment qu'il faut supprimer les pouvoirs sous toutes les formes, donc donc privatif, encore du grec, j'ai beaucoup travaillé pour faire ce petit texte, comme vous l'avez remarqué, et arché, commandement, pouvoir, autorité, donc anarchie. Donc évidemment, l'idée qu'aujourd'hui, la seule possibilité pour notre monde, c'est bien évidemment l'anarchie. Une anarchie d'ailleurs que plus que nécessaire aujourd'hui dans notre société et plus jamais indispensable, essentielle, primordiale. J'ai regardé mon dictionnaire de synonymes pour tout ça. Dans le monde de l'animation qui s'est débordé par le capitalisme, et il faut maintenant 7 à 8 ans d'études pour espérer rentrer dans un studio, se spécialiser rapidement pour trouver du boulot, s'endetter dans des écoles pour apprendre à produire comme il faut. Oui, j'exagère. Évidemment, il y a encore des espaces de liberté, mais pour combien de temps encore ? Je pense qu'il y en a vraiment pour pas longtemps. Et pour finir avec les A privatifs, j'ai regardé quand même. Donc toujours A, qui veut dire privé, et lexis, en grec, ça veut dire mot. Donc c'est privation de mots, donc je vais me taire, puisqu'alexis, ça veut dire sans mots, et je vais laisser à Antoine le fait de parler de morceau de musique qu'on va entendre juste après. Oui, on va tout de suite... Merci Alexis pour cette introduction, et on va tout de suite démarrer avec... faut faire une petite pause avant de passer à la suite avec un morceau de la batteuse-chanteuse Anne Passeo qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Shaman. Et voilà, elle revient avec un album qui est très puissant, qui est une exploration intérieure avec nos voix et percussions qui sont ces outils de création depuis le début. Et ça donne à ressentir un plaisir assez primitif et simple, cet entremêlement de voix et de tambour. Et voilà, c'est une artiste qui s'est installée maintenant clairement comme une des figures importantes du jazz contemporain français. On en retrouve une autre sur le disque qui est Tony Palman au clavier. Et voilà, je voulais vous partager ce morceau qui s'appelle Piel, donc d'Anne Passeo sur l'album Shaman. C'est-à-dire que si on n'entend pas Nicolas dire antenne, parce qu'évidemment, comme d'habitude, ça parle beaucoup. Mais ça, c'est etc. Évidemment, tout ce qu'on dit, vous le savez, de toute façon, on l'a toujours dit, tout ce qu'on dit hors antenne, c'est tout ce qu'on aimerait dire antenne, mais qu'on n'ose pas dire antenne, parce que c'est pareil, toujours, le petit monde de l'animation est un petit monde, mais en fait, on dit plein de saloperies, toujours les uns des autres. Mais évidemment, une fois qu'on est sur les trucs, mais pas du tout. Les news. Je voulais dire, je vais commencer avec My Favorite War d'Ilse Burkowska-Jacobsen, que je prononce sûrement mal, j'en suis désolé, qui sort le 20 avril. C'est un film assez touchant dans moi que j'aime bien, je sais pas si Antoine, toi tu l'as vu, My Favorite War, qui est un film assez touchant qui est dans les années 70, qui se passe en Lettonie, donc à l'époque encore République soviétique, et c'est un film qui est un film documentaire, grand problème, qu'est-ce qu'un documentaire animé, parce que par exemple il y a un film qui a beaucoup marché dans les temps qui s'appelle Flea. Et je me pose la question si c'est un documentaire. Pour moi, c'est pas un documentaire. C'est une question très vaste. Ça serait une émission. Voilà. Et c'est une émission de se poser la question de finalement qu'est-ce que le documentaire animé. Ouais. Je reste persuadé que pour moi, le documentaire animé, comme je le dis, ça permet aux gens de l'animation de s'emparer de la réalité, alors qu'avant ils pouvaient pas. Il y avait un côté forcément fantastique dans l'animation. Il fallait qu'il y ait côté. Et puis finalement, aujourd'hui, je fais du documentaire animé. Ça permet de dire juste, je vais parler des choses qui sont autour de moi et de faire ça, parce que Flea, il y a plein de moments donnés qui sont
enfin voilà, qui pourraient être quasiment du côté presque fictionnel, on va dire, à part de choses. Donc en tout cas, à part évidemment cette histoire terrible, on vous reparlera de Flic quand le film sortira. Il était repoussé encore, il sort je crois en septembre ou en octobre, donc, ou en août, donc on vous en reparlera un peu plus tard. Donc je reviens sur My Favorite War, 20 avril 2002, donc un film qui se passe dans les années 70, comme je vous l'ai dit, qui parle vraiment de l'endoctrinement des enfants. Avant de se rendre compte de finalement vers quoi on a été tiré. En fait, c'est un film donc autobiographique, documentaire, voilà, mais autobiographique, de cette réalisatrice qui en effet est née en Lettonie, qui a vécu. Le père journaliste pourtant promet d'avoir une grande carrière et donc de pouvoir être dans le parti, etc. Même si le grand-père n'est pas dans le parti, le père malheureusement va je vous dis pas trop, vous inquiétez pas, c'est pas spoiler parce que c'est pas le plus important, mais va mourir et elle va se retrouver avec sa mère. Ils vont déménager et en fait elle, pour continuer à vivre, va rentrer dans le parti, vont jusqu'à ce qu'elle se rende compte que finalement le parti c'est pas une bonne chose et que évidemment la pauvreté, le manque, etc. Et donc petit à petit, c'est comment finalement en tant qu'enfant un pouvoir ici soviétique, ça pourrait être évidemment n'importe lequel, finalement réussit à endoctriner des enfants pour leur faire croire à certaines choses. Et ça va jusqu'à ce moment, moi qui m'a mis la chair de poule, que je ne connaissais pas, j'avoue, qui s'appelle La Voie Balte. C'est le 23 août 1989, où une chaîne humaine de 687 km est partie de Vilnius à Tallinn en passant par Riga pour demander l'indépendance en fait de toutes les républiques baltes. Et on voit quelques images là, en prise de vue continue, de cette chaîne humaine de 687 km, des gens qui se tiennent la main comme ça sur presque 700 km et qui est assez impressionnante et assez touchante. Donc je vous le conseille, c'est un film qui peut être aussi pour les enfants et notamment sur ne pas croire évidemment tout ce qu'on nous dit et ne pas se laisser transporter comme ça par les news et par tout ce qu'il y a autour. Antoine, tu voulais nous dire une petite news? Alors oui, moi je voulais vous encourager, si vous en avez encore l'occasion, d'aller voir un film, pas d'animation, mais qui est certainement un des films qui m'a le plus marqué cette année, qui s'appelle Bruno Redal, de chez Vincent Leport, c'est ça, tout à fait, qui avait réalisé déjà un moyen-métrage qui s'appelle Le Gouffre, qui est déjà très très prenant. Et voilà, c'est un film qui parle d'un jeune meurtrier et qui n'est pas du tout dans le registre polar, enfin qui va amener ça tout à fait ailleurs et qui est un film qui nous pose vraiment la question de comment est-ce qu'on gère collectivement la normalité, la pulsion de mort dans ce cas-là, mais plus globalement ça nous renvoie à comment est-ce qu'on gère des personnes qui ont des pulsions qui empêchent de faire société, et comment est-ce qu'en société on répond à ça. Voilà, c'est un film qui est très très fort sur le sujet et que je vous conseille. Qui est sorti il y a longtemps ? Qui est sorti il y a 2 semaines là. Oui, donc, comme toujours, il faut se précipiter un peu malheureusement pour les films un peu indépendants comme ça. Merci beaucoup Antoine. Juste pour vous dire aussi que le festival de Rennes commence la semaine prochaine, donc le festival de l'AFCA, le 23 avril, pour 5 jours, au programme compétition, panorama, de long métrage, une nouvelle section, Troisième œil, qui parle d'expérimentation. Alors c'est toujours intéressant, ce qui est expérimental, je crois qu'on n'arrivera jamais, on n'en fera jamais le tour de qu'est-ce que l'expérimental, puisque là il y a notamment 2 sections, du réel à l'expérimentation, et puis ressentir le cinéma expérimental avec Bye Bye Elida de Titon, que j'aurais pas forcément mis du Titon Bordeaux, qu'on aura, ça sera notre prochain invité, que j'aurais pas forcément mis expérimental, donc c'est intéressant de voir. Et Anxious Body de la géniale Mizushiri Yuriko, pareil, que j'aurais pas forcément mis en expérimental, donc c'est un peu étrange, mais en tout cas c'est intéressant d'en montrer, mais voilà, des secrets de fabrication, des rencontres, des ateliers, c'est le festival de l'AFCA. Bling Blanc, le nouveau numéro vient de sortir. Bling Blanc, on vous a déjà parlé régulièrement, c'est le seul magazine sur le cinéma d'animation. C'est un très joli magazine. Il est cette fois sur la science-fiction et l'animation. Je vais être un petit peu critique par rapport au texte pourtant de quelqu'un qui est très important, qui est Sébastien Denis, qui fait le premier texte sur science-fiction animation et qui est à mon avis un peu court. Alors il a toujours un peu ses trucs à lui, qui nous reparle dès le début de l'ORTF et des Shadok, et voilà, parce que c'est son grand truc, il a écrit là-dessus, etc.
Et après, je trouve que le texte, c'est dommage parce que, voilà, je pense qu'il y a un peu plus que 3 pages et parler juste de Plimpton, de Ralph Bakshi, de parler, en fait, en gros, des États-Unis, du Japon et de la France, c'est un petit peu limiter les choses, même si, par exemple, il y avait Rio 2097, qui est pas un grand film, mais il y a quand même des choses qui se passent derrière et la science-fiction peut partir sur d'autres choses. Donc, c'est un petit peu, on va dire, décevant par rapport à ça. Ça reste quand même une très belle, ah oui. Sauf, je suis désolé, Jacques Carmaman ne nous écoutera pas, mais non, je vais arrêter, pardon. J'ai déjà dit tout ce que j'aimais pas dans le documentaire sur Ken Satoshi, donc je vais pas recommencer, je crois que je l'ai déjà fait. Donc on va arrêter de repartir sur ce documentaire, le pauvre. Voilà. Non, il y a juste quelques très très belles images du prochain Agnès Patron. Et voilà, donc ça c'est beau, une fugue qu'on avait vue à Fontevraud, et il y a quelques images. Et là, voilà. Les invités regardent. En effet, c'est absolument magnifique ce qu'il y a. Donc voilà, il y a quelques petites choses comme ça qui sont toujours intéressantes. Et un hommage à Otsuka Yasuo, grand animateur, hommage de Ilan Nguyen, qui a... Comme c'est Ilan, il a le droit à plus de pages que tout le monde. Donc il a une dizaine de pages. Et là, c'est vraiment bien parce qu'on rentre un petit peu plus dans les détails aussi de ça. Donc voilà, Bling Blanc, qui est sur la science-fiction. Au passage est sorti, parce que tu parles des films qui sont sortis, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais parler d'un film que je n'ai pas encore vu, mais le plus grand film de l'année dernière est un film d'un réalisateur pour changer japonais, Hamaguchi Ryusuke, qui avait sorti, donc Drive My Car, est sorti dimanche, Conte du hasard, je ne connais pas le titre en entier, je suis sûr que c'est encore le meilleur film de cette année, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, Camille. J'ai vu hier soir et je suis encore un peu... Voilà, donc Camille, faut peut-être que tu parles encore plus devant le micro. Oui, mais donc il faut aller voir. Je confirme, je l'ai vu hier, c'est formidable. Voilà, donc voyez. Donc allez voir ce film-là. Je terminerai les news avec une petite news. Alors c'est dans un mois, 19 mai. J'aurai le grand plaisir d'animer une rencontre au Forum des Images dans la section Tout Anime, qui a lieu tous les mois, qui est absolument passionnante, où il y a plein de choses complètement différentes, mises en place par Isabelle Vanini, le Forum des Images, qui permet d'avoir aussi bien, c'était Estelle Charrier la dernière fois, donc sur sa série qui est tirée de son plus ou moins tirée de son court-métrage NAV qu'elle avait fait à l'MK, donc dans les studios de Bobby Pills. C'est une série qui va changer un petit peu normalement du reste de ce que fait Bobby Pills, on va dire, mais ça peut être aussi la cachette de Pastron, à chaque fois on va dire la cachette, voilà, qui vient, des choses comme ça, mais aussi des gens complètement différents, et je suis ravi. On va faire une rencontre autour de Katé et Forzani, Hélène Katé et Bruno Forzani, qui sont pas forcément connus dans le monde de l'anime, parce qu'ils viennent de la prise de vue continue, même s'ils ont fait de l'anime. Ils ont fait des films comme Amer, l'étrange couleur des larmes de ton corps, je crois. Chaque fois, je me plante toujours. Donc, c'est plutôt des espèces du giallo. Des giallo, ils sont 2 réalisateurs belges, et qui se lancent dans l'animation, dans un film qui devrait être plutôt intéressant, qui s'appelle Darling, qui est tiré d'un roman... de la Beat Generation féministe, donc québécoise. C'est une québécoise qui a écrit ça. Peut-être que ça va être enfin un peu du nouveau dans les longs s'ils arrivent à le produire. Leurs références vont de Belladonna de la tristesse à Harlock, Albator en français. Voilà, en passant par Argento. Donc Dario Argento, donc rien à voir. Et je suis très content parce que voilà, je reste persuadé. Dans mon petit texte avant, je disais, je pense que les gens de l'anime des fois sont trop techniciennes et techniciens, et non pas qu'ils n'aient pas le talent pour faire autre chose, c'est que je pense que quand on apprend la technique, et c'est ce que je me suis efforcé pendant des années en tant que prof aussi, à dire faites attention, quand vous savez trop la technique, ensuite vous pouvez pas vous en sortir hors de cette technique. Je suis content qu'il y ait 3 personnes qui disent oui et qui donc confirment en tout cas cette idée-là, et de se dire qu'en effet, qu'il y avait un peu plus de punk ou un peu plus, donc voilà, on va voir comment ils vont se confronter. Et puis là, il y a une collaboration aussi avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oui, tout à fait. Et qui est aussi intéressante à mon sens, parce qu'effectivement... je pense qu'on y gagne aussi à ce que les univers se rencontrent, et peut-être que ça complète justement que des réalisateurs et réalisatrices viennent déranger des gens qui sont quand même beaucoup dans la technique. En tout cas, Izu a un travail qui est techniquement où la technique prend beaucoup le pas sur plein de choses dans la mise en scène, et donc moi je suis aussi très curieux de cette expérience-là, de cette rencontre-là. Ouais, tout à fait. Et Izu sera là, Izu sera là, donc c'est très intéressant. Ils nous parleront aussi de leur tour au Japon, parce qu'ils voulaient peut-être faire produire par Studio 4 degrés C, ils ont fait plein de trucs. On se rend compte que ce serait compliqué de faire ça au Japon, donc finalement de revenir en France. Mais voilà, Nicolas nous avait parlé, parce qu'ils avaient eu Cartoon Movie,
Il y a un côté un peu rock'n'roll, il y a un côté un petit peu, donc voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et dans les prochaines sorties aussi, le 27 avril, Ma famille afghane de Mikaela Pavlatova sort au cinéma. C'est bien, parce que moi j'ai pas vu. Je trouve ça bien. C'est très intéressant à voir. Alors si vous connaissez le travail de Mikaela Pavlatova, on retrouve pas forcément tout. Je sais pas à quel point elle avait de l'espace pour s'exprimer dans le film, donc il peut y avoir quelques regrets de ce point de vue-là, mais par contre, je trouve que l'histoire, ce que raconte le film, vaut la peine de le voir. Alors je vous propose juste qu'on fasse une petite pause et en fait on va quand même écouter, il fait 3 minutes, une chanson, alors sauf la fin, mais qu'on pourrait dire à Marine Le Pen, à Macron, à tous ces-là, qui s'appelle Pars. C'est Jacques Higelin, normalement là c'est plutôt une chanson d'amour, on va dire, Jacques Higelin à la fin, mais nous on pourrait leur dire ça de manière directe. Voilà, on écoute Higelin qui, je crois si je dis pas de bêtises, j'avais regardé parce que je voulais faire un truc et est mort il y a quasiment 4 ans, enfin en avril, quelque chose comme ça, à 10 jours près. Donc voilà, je me rappelle, c'était pendant un festival de Rennes justement qu'on avait appris ça. Donc on écoute Pars de Jacques Higelin. Donc on est toujours dans Bulle de rêve sur Radio Libertaire et vous êtes donc toujours en compagnie d'Alexis Huneau, de Camille Almeras et Marie-Lou Solaire. Et on va commencer à parler de votre travail, si ça vous va. Je crois qu'ils sont un peu obligés de toute façon. C'est le programme en tout cas. Je vais commencer par Camille parce que donc en revoyant tous les films, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors il y a évidemment la présence de sujets. Excuse-moi, juste, oui. Pardon, c'est pas bien ce que je fais, tu l'aurais jamais fait avec moi, donc c'est vraiment pas bien. Juste pour dire, comme d'habitude, sur le site, vous avez ou la page Facebook ou le site Bulle de Rêve, bien sûr, et vous avez un lien vers le site de Camille, un lien sur le Vimeo, sur la chaîne Vimeo de Marie-Lou. Vous pouvez voir un peu ce qu'elles font toutes les deux si vous écoutez en direct. Voilà, Marie-Lou Solaire, c'est SO2LER, si vous voulez faire une recherche. Camille Almeras, c'est ALM, avec un E, qui a un truc avec un accent aigu, merci, RAS, je sais jamais. Et maintenant je me tais, par contre, Antoine. Et d'ailleurs, vous avez de la chance, quasi tous les films sont en ligne, oui. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Il faut. Camille réfléchit encore. Mais donc en revoyant les films, il y a le fait que c'est des sujets assez tournés autour du quotidien. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a peut-être déjà un peu pu t'en parler, mais moi, un truc qui m'a vraiment marqué dans la mise en scène, c'est la façon dont il y a souvent un choix de dépouillement de base d'éléments de mise en scène, et où, dès qu'il y a un mouvement de caméra ou dès qu'il y a l'introduction de la lumière, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est quelque chose qui vient pour souligner quelque chose et qui du coup a beaucoup d'effets sur le spectateur quand on regarde le film. Et je me demandais si c'était quelque chose que tu conscientisais, que tu faisais complètement à l'instinct. Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis dans ta mise en scène, ces choses-là? Je crois que c'est des intuitions, mais j'ai pas conscientisé tout ça. Mais ça me fait penser au dialogue que j'ai eu avec mon chef-op sur le film de fin d'études Fairing à l'ENSAD, où j'avais la chance d'avoir une équipe parce que j'ai fait des décors en volume, donc on devait tourner les décors, travailler la lumière, donc je discutais avec ce chef opérateur qui était étudiant lui aussi à Louis Lumière, je crois. Et je lui dis, voilà, sur cette scène-là, il faut qu'on ait la lumière rasante du soir, la lumière dorée, vraiment là, c'est important. Et donc j'ai des certitudes sur ces trucs-là et ça me fait penser à ça. Peut-être que la lumière, j'y pense pas peut-être sur la continuité, mais cette scène-là, il faut qu'il y ait la lumière qui rentre. Non ? Si. Non, alors, on va dire... Qu'est-ce que je dis ? Quand je lève le doigt, c'est juste pour dire, Antoine, que je veux rebondir là-dessus. Ouais. On va pas revenir trop loin, mais moi je me rappelle de ton projet de fin d'études à l'ESAT, on va pas revenir là-dessus, mais qui était déjà avec une caméra assez fixe, avec déjà une réflexion sur la lumière par rapport. Est-ce que c'est vraiment pas conscientisé ? Est-ce que c'est pas des références cinématographiques, artistiques que tu as et que tu réintègres ? On parlait d'Amaguchi, on parlait d'un seul coup peut-être d'un cinéma japonais qui peut avoir
on va dire quelque chose, ça va être intéressant, on va parler beaucoup du cinéma japonais avec Marie-Lou. C'est difficile de conscientiser. Enfin, je pense qu'on s'abreuve d'images et qu'on regarde des choses, peut-être même dès l'adolescence. Moi, j'ai commencé à regarder de l'animation quand j'étais au lycée, et en fait, il y a des fois, on sait d'où ça vient, et des fois, on ne sait pas. Moi, j'ai découvert très très tard sur le processus d'écriture du film que je suis en train de faire sur Marie Curie. J'ai découvert. C'est arrivé à mon conscient très tard que j'avais comme référence le cinéma expressionniste allemand, et je me suis revue ado découvrir les lumières justement du docteur Mabuse et de Caligari et tous ces trucs-là. Et les têtes, et je me suis dit, mais oui, en fait, ce rapport à la guerre et la façon dont j'imagine mettre en scène, moi, les séquences de guerre dans ce film, j'ai essayé de mettre des mots dessus depuis des années, et puis tout d'un coup, il y a eu un déclic, c'est monté à mon conscient. Je me suis dit, mais en fait, c'est ces films-là. Et donc, je pense qu'on on a des choses en soi, mais c'est des fois difficile de mettre le doigt dessus. Donc, est-ce que je me souviens de ce qui m'avait inspiré pour le film de DMA c'est peut-être compliqué, mais ça venait d'un voyage en Italie, qui a sûrement des très belles lumières. Et c'est juste que derrière, sans forcément mettre un point sur ça vient de là ou ça vient de là, il y a une culture. Parce que ça revient un peu à ce que je disais aussi au début, où je trouvais qu'il des fois il y avait une non-connaissance de la cinématographie, ou une non-connaissance, ou même prendre autour de soi, etc. Il y a derrière toute une culture, toute une réserve de culture que t'as depuis ton adolescent, et puis tu plonges, et que tu ne sais pas forcément que tu vas plonger là-dedans, mais qu'il y a quand même ça derrière, t'as regardé beaucoup de choses pour finalement créer ça. Ouais. Il y a voir beaucoup de choses, et après on sait pas, des fois on sait que tiens, en fait, cette image-là ou cette façon, ou même cet acting, là j'ai fait du storyboard récemment, et quand je dois décrire un acting à ma storyboardeuse, ou que je pense à un acting, des fois je vois exactement en fait un peu où est-ce que je l'ai vu, ou qu'est-ce que je vais rechercher. Et il y a des fois tout un tas de trucs parce que moi c'est très visuel ce qui se passe dans ma tête, et donc j'ai des images des fois et des façons de je sais pas d'où ça vient, mais ça pourrait potentiellement venir de tout ce que j'ai vu avant, quoi. Ça me paraît une évidence, soit dans sa vie, soit dans les films, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande bibliothèque de DVD chez moi quand j'étais petite, et puis on a regardé beaucoup de choses, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est vrai que dans Fearing notamment, il y a une attention sur le geste qui est hyper intéressante, et même ça se sent que quand on est dans l'atelier, c'est une autre animation, c'est presque une autre animation. Il y a autre chose dans le mouvement qui se passe, et qu'il y a une attention particulière à me poser sur ces. Et il y a de la documentation. C'est vrai que moi je suis allée voir des menuisiers travailler, et il y avait une attention au geste, alors que la marche du petit garçon, elle est pas toujours. Enfin voilà, c'est une marche, et je suis pas allée observer. J'aurais pu aussi me dire tiens, je vais documenter, et ça va être la marche d'un gamin, mais ce gamin, etc. Et là par contre dans l'atelier, le charpentier qui travaille, c'est une observation et c'est une recherche de ça, mais ouais. On va te résumer juste un peu le film. Non, juste oui, mais pour un que peu les de gens contexte qui quand n'ont même. pas vu forcément comprennent, en effet, parce que c'est important bien aussi, sûr. pourquoi les gestes. Ouais. On suit un petit garçon, donc on est en Norvège, et on suit ce petit garçon qui, lui, va passer du temps dès qu'il peut, le week-end, en dehors de l'école, rentrer dans un atelier de charpente navale, et voir du coup quelqu'un travailler sur la fabrication d'un bateau en bois à l'ancienne, qui s'appelle un fairing. Et donc... Et voilà, et c'est cette rencontre avec à la fois un métier, une ambiance, et cette femme, puisque la charpentière, c'est une femme. Et j'avais envie de raconter ce passage de l'enfance où on peut tout d'un coup découvrir une passion, en fait, qui peut ouvrir vers un métier. Les petits garçons. J'ai écrit avec des souvenirs d'enfance, et ces sensations-là. Donc oui, il y a peut-être quelque chose de ça. Après, je suis pas rentrée dans un atelier de cinéma d'animation, jamais. Donc ça peut pas être exactement la même histoire. En tout cas, il y a effectivement, dans la question d'Alexis, dans tous les films que tu as fait, il y a un rapport à l'artisanat. Et ce qui est marrant, c'est que même dans des films de commande, même les films que tu fais pour le vignoble, il y a quelque chose de rapporter ce truc-là. Enfin, il y a
Oui, c'est marrant que même dans la commande, tu ailles chercher des choses comme ça. Est-ce que c'est c'était une belle coïncidence qu'on me demande effectivement de faire un film de commande pour des vignerons qui veulent présenter leur travail. Et j'ai eu carte blanche aussi, donc j'ai pu prendre l'angle qui m'intéressait. Mais j'ai pris l'angle de dire « Oh là là, je vais pouvoir, trop bien !» Après avoir observé à fond ce que c'était que la charpente navale, je vais pouvoir observer les vendanges à la main et ce que c'est que... parce que c'était surtout ça que je suis allée observer et je leur ai demandé de venir sur place et de prendre du son, des images et de rencontrer les gens qui sont dans les vignes et qui vendangent à la main à ce moment-là, quoi. C'est peut-être donc pas un hasard qu'on t'a appelé toi, s'ils ont vu Fering, de se dire tiens, elle a l'air de vous se documenter. Alors ces gens n'avaient pas vu Fering, c'est pas des amateurs d'animation, les vignerons. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait un peu dans les contacts de la famille, pour être très honnête. Et c'est la dessinatrice. Okay. Et par contre, ce qu'ils voulaient, c'est une communication à la fois sur la carte de visite et une communication sur YouTube en vidéo par le dessin. Donc déjà, moi j'ai trouvé ça assez original parce que quand j'ai regardé ce qui existait, c'est beaucoup de live avec des drones et avec de la musique Hans Zimmer, quoi. C'est genre, notre vignoble, magnifique, avec une grosse voix off. Et donc je me suis dit, c'est chouette, on va pouvoir bien apporter autre chose dans ce truc-là. Et puis après, ils m'ont fait confiance sur la forme, donc j'ai pu, non seulement être la dessinatrice, mais rentrer dans l'observation d'un artisanat comme j'aime bien, quoi, faire un peu de documentaire. En fait, on va en reparler parce que tu as fait des commandes, on va évidemment reparler de Marie Curie. Ouais, c'est important pour toi qu'il y ait cette base. Ça va être intéressant. Quand on a parlé, ça va être intéressant justement par rapport à Marie-Lou qui est dans un autre style complètement différent. Toi, tu as besoin de te dire tiens, je vais pouvoir aller rechercher à l'intérieur, voir des gens, observer, comprendre des gestes. Ouais, ça c'est important. Je crois que j'ai besoin d'apprendre. Ouais. En fait, j'ai besoin que ma curiosité, elle soit aussi rassasiée par le processus d'écriture et de fabrication d'un film. J'adore apprendre un nouveau truc et je me souviens que j'avais fait j'étais allée au musée naval à côté du musée de l'Homme à Paris, j'avais acheté un bouquin du coup sur tous les termes, j'étais devenue un peu une obsessionnelle un temps sur ce sujet-là, quoi. Et puis quelques mois après la fin du film, je me dis merde, en fait j'ai oublié tout le vocabulaire là, je suis plus capable de parler avec des charpentiers, c'est fou, ça part très vite alors que j'étais complètement dedans. Mais c'est la dynamique dans laquelle je vais me mettre quand je fais un film, en fait. C'est un peu l'animateur studio. Oui, c'est ça. Et justement, Alexis en parlait en début d'émission. On vous a invité en sachant que vous travaillez ensemble, mais que vous avez aussi des univers très très différents. Et justement, Marie-Lou, si Camille est très dans le concret, toi, t'as des films qui ont l'air d'explorer l'inconscient. Et notamment, si vous allez voir le travail de Marie-Lou, c'est beaucoup, c'est de l'ordre de la vision cauchemardesque par moment. En tout cas, il y a, mais je sais aussi que tu as un travail de documentation qui est important. Comment est-ce que tu construis tes films ? Je les construis, je pense à l'impact visuel et au ressenti que ça va avoir. Du coup, c'est très personnel parce que c'est ce que je pense que moi je vais ressentir et c'est comme ça que je fabrique. Du coup, ça va peut-être pas toucher les gens de la même manière. Et voilà, donc c'est assez dur pour moi de résumer les films du coup, parce que je veux jouer sur la sensation même et voilà, donc je fabrique en ayant aussi des idées de films qui m'ont marqué visuellement par des cadrages, des lumières, des jeux d'acteurs aussi, parce que même si mes acteurs n'ont pas de visage, ils ont un comportement et ça je l'ai aussi cherché. Voilà. Alors vraiment, quand tu parlais d'opposition, on peut presque pas faire mieux. Il y en a une qui est très colorée. Camille, elle fait les choses. Toi, tu travailles quasiment en noir et blanc, a priori. Donc vraiment, en effet, il y en a une, c'est plutôt, je sais pas que c'est joyeux, mais en tout cas, il y a une volonté. Toi, il y a une volonté de faire peur. Il y a une volonté parce que c'est intéressant. Peur. Je pense que j'y arrive pas trop à faire vraiment peur. Mais juste, il y a une différence entre la peur et un peu l'angoisse. Moi, c'est plutôt l'angoisse. La peur, je pense que ça fait pas vraiment peur. Mais parce que tu cherches la peur ou tu cherches... Non, j'ai essayé de le chercher en fait sur mon film de fin d'études, aux arts décoratifs. J'ai voulu chercher à faire peur et j'ai pas réussi. Moi, je trouve que j'ai pas réussi. Et en fait, je me suis retrouvée à faire plus un truc qu'on comprend pas plutôt que faire peur. Le film s'appelle Signal. Oui. Rien que le titre. Oui, c'est une alerte, c'est une alarme. Donc pour ce film, moi j'avais un peu, il y avait un peu plus de
de réflexion derrière par rapport à des films que j'ai fait avant, on va dire, qui étaient purement visuels. Et là, j'avais envie de montrer que l'homme était un danger pour lui-même, pour son environnement, et c'était un peu c'est mon signal d'alarme. Après, on le comprend pas. Excuse-moi, comme j'ai la chance de vous connaître, en tout cas d'avoir des petites pistes comme ça, je ne vais pas être complètement d'accord avec toi. Je me rappelle je suis désolé, c'est ça qui est terrible d'avoir son ancien prof qui vous parle de trucs. Je me rappelle d'un devoir que tu avais fait de found footage, qui était un mélange où tu mélangeais les films d'horreur japonais et les pubs de parfum. Et tu nous faisais comprendre que les pubs de parfum étaient presque aussi effrayantes. Ouais, c'est vrai. Les trucs. Donc en fait, cette idée de peur et cette idée d'angoisse, en fait, tu la travailles tout le temps. Et je sais pas si tu l'as réussi. Pour toi, tu l'as réussi pas dans le Signal, mais je pense que à la rigueur, moi, la seule chose, c'est peut-être qu'il manque peut-être un peu de temps pour peut-être encore plus rentrer dedans. Mais en fait, on l'a. C'est-à-dire qu'en effet, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, qu'est-ce qui va se passer. Moi, si j'ai pas la peur, j'ai l'inquiétude, oui, le malaise et l'angoisse. Voilà, c'est des... Ça suffit. Donc pour moi, ça c'est réussi. Il y a vraiment une... Donc il y a quelque chose là, quand même, qui devient encore une fois, comme tu dis, d'une culture... Mais je pense que, en fait, c'est pas tout à fait ça. Je crois que j'ai essayé de me rapprocher plus des films d'horreur. Et ça, c'est pas de l'horreur ce que je fais. Mais je crois que au début de l'écriture, j'avais essayé de me rapprocher plus de cette catégorie-là. Et je me suis aperçu que j'y arrivais pas. Mais... Sincèrement, on va arrêter là parce qu'on n'est pas là pour juste dire, mais je suis pas sûr que Signal, encore une fois, moi à part peut-être la durée, on n'est pas loin, on pourrait presque le mettre en première partie d'un Akata, de Ring, ou d'un film comme ça. Et je pense pas qu'il ne fonctionnerait pas, loin de là. Encore une fois, l'horreur peut être, encore une fois, Ring amène beaucoup finalement l'étrange. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu donc la même chose. Ouais. Je suis d'accord. Donc des fois ça marche. Ouais. Oui, mais j'avais une autre question sur ton travail. J'ai repensé en voyant tous les films parce qu'il y a comme un fil conducteur quand même. Il y a des figures qu'on retrouve et ça m'a beaucoup fait penser à Rosto qui expliquait son travail et notamment qui expliquait que voilà, il a des personnages qui reviennent, il a des symboles qui reviennent, il y a notamment la baleine dans ses films et il explique qu'il a construit toute une espèce de mythologie propre avec ses propres symboles et je me demandais si toi c'était quelque chose que t'avais un peu fait. Est-ce que ces personnages qu'on retrouve un petit peu dans tous ces films et puis il y a la présence des lieux industriels aussi sur la globalité de ta filmographie là, pour l'instant. Si c'était quelque chose que tu pensais comme un tout ou pas vraiment. Alors mes personnages, je pense qu'ils sont là depuis longtemps. Enfin, je les ai toujours dessinés un peu comme ça parce que j'avais besoin de personnages qui avaient une forme d'humain parce qu'il fallait que ce soit des êtres humains mais qui soient plus complètement humain non plus, donc c'est pour ça que c'est toujours les mêmes. Je veux pas de visage parce que je veux juste focaliser sur le comportement. Et après, pour l'urbain, c'est pour le décalage aussi entre ce qui est dur et froid et ces personnages-là, globalement. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Marie Le Sodor travaille sur les oiseaux, qu'elle leur fait des vrais visages, qu'elle les fait des visages super détaillés, magnifiques, où on va tout voir, qu'elle joue sur la nature au contraire, et que d'un seul coup, dans ses films d'après, elle va jouer sur justement le côté citadin, on voit pas les personnages. Qu'est-ce qui fait là je pense que c'est une découverte du genre, que je connaissais pas trop avant, où je m'étais pas assez intéressée, et de la technique aussi. J'ai trouvé d'autres techniques que le papier. Et comme c'est une autre technique, ça me permettait de faire des images beaucoup plus graphiques. Tu peux en parler. C'est vrai que des fois on parle pas technique, tu peux en parler un petit peu parce qu'en effet, il y a dans Signal notamment, c'est très très important dans l'ambiance du film. Parler de technique. Du coup, les derniers films que j'ai réalisés, c'est en peinture animée, donc rétroéclairée. Et ça me permet d'avoir des lumières très très franches et aussi de travailler la matière, parce que même si on prend une photo, on ressent beaucoup plus la matière. Donc pour mes personnages, c'était très important. Et voilà.
Ça avance un peu plus vite aussi. Il y a un côté qui bave, enfin, si je dis, je me permets, moi je suis pas technicien, qui bave, Ouais. il y a quelque chose, justement, qui joue dans cette espèce d'ambiance où on a l'impression que ce lieu va va se autour des personnages ou des choses comme ça. C'est important aussi, non? Oui. Oui, j'adore jouer avec les personnages en peinture animée là. Et les faire grouiller et se transformer. C'était beaucoup plus dur parce qu'après les bâtiments, ils sont aussi envahis par cette texture, mais avec cette technique, c'est assez dur de peindre des bâtiments quand même, et des formes géométriques. Il faut avoir plus de patience. Et je trouve ça étonnant que tu nous aies dit là en présentant tes films que c'était que c'était l'humain qui était à l'origine du mal, parce que en tout cas dans les deux derniers, il y a presque une impression que c'est le bâtiment qui influe sur les humains, et même dans ce que tu racontes là de personnages qui grouillent, il y a des moments où ça évoque, en tout cas pour moi ça m'évoque la radiation ou des choses de cet ordre-là, de la modification corporelle mais par l'environnement. Ouais, c'est juste parce que c'est comme ça que je l'ai pitché, je crois. En disant qu'au départ, on avait une nature très très forte, bruyante, alors que quand on passe dans les bâtiments, c'est silencieux. Et au départ, on ne sait pas d'où vient la catastrophe, en fait. C'est comme ça que j'avais commencé à raconter le film. Donc il y a une catastrophe et on ne sait pas d'où elle vient, si elle vient de la nature, si elle vient de l'homme. Et au départ, l'homme est tout autant une victime potentielle, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Bien sûr. C'est politique. Tu fais des films politiques. Est-ce que tu permets, non, mais est-ce que le fantastique permet d'aller, comme beaucoup de gens qui font du fantastique, Carpenter, etc., finalement d'aller vers un politique qui est pas quelque chose où on appuie dessus en disant c'est très intéressant. On parlera peut-être, et je trouvais ça intéressant quand on parlait quand tu parleras de Marie Curie, quand on parle et quand tu dis féministe sans qu'elle le dise tous les jours, mais qu'elle l'est. Est-ce qu'il y a des fois cette idée de se dire je le suis, mais bon, vous le voyez si vous le voulez, puis sinon c'est pas grave? Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que ça se voit pas beaucoup, mais il y a l'idée derrière, quand même. T'es dur avec toi? Non, mais c'est juste que j'ai pas eu de retour où on ressentait particulièrement une vocation de passer par les films catastrophes pour montrer qu'il y a des problèmes, tu vois. Personne me dit ça, donc je pense que ça se ressent pas trop. Faut se méfier des fois. On n'a pas que des gens qui disent. Et puis le problème, c'est que souvent les gens voient les films qu'une seule fois. Et que souvent, quand on voit un film qu'une fois, en fait, on n'a pas le temps. Ça, c'est un des grands problèmes qu'on a. C'est on regarde quelque chose de premier, ce qui est normal. Alors qu'en effet, quand on voit plus d'une fois, moi je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'inquiétant. Quand je dis quand je pense qu'il est politique, c'est que je pense qu'en effet, il n'est pas directement, mais qu'il y a quelque chose qui nous inquiète par rapport à un avenir qui n'est pas sûr. Et encore une fois, que ce soit. Et puis que ça évoque, ça évoque des récits. Je sais que Power Down, ça évoque, en tout cas pour moi, Ravage de Barjavel. C'est connecté aussi à, je pense, toute une mythologie autour de ça, qui est entre l'horreur et la science-fiction. Le fantastique. Oui. C'est parfait. Non, mais le fantastique met bien en place ça. Antoine, est-ce qu'on fait une pause? Tout à fait. Alors, Marius, toi qui vas nous parler de Cap Cap. Ah oui. Donc, c'est pas grave si je prends un peu de temps pour présenter. Vas-y. Du coup, ça me permettait aussi de parler de pourquoi j'ai découvert ce morceau. Donc, cette année, j'ai embauchée par un studio à La Réunion. Donc, j'étais allée à une projection de 4 courts-métrages, dont 3 en prise de vue réelle et 1 en animation. Et donc, j'ai découvert l'artiste, la chanteuse, dans un des courts-métrages. Et donc, c'était une série de courts-métrages regroupés sous le titre « À l'ombre des jeunes filles », donc sur les problématiques autour de ça. Et le court-métrage d'anime, je voulais en parler parce que c'est des étudiants de Lillois, qui est l'école d'animation qui est à La Réunion, qui l'ont fait. Donc il y avait 4 élèves dans la promotion, dont 2 qui ont fait une co-réalisation qui s'appelle Les Orchidées. Donc c'est de Sacha Callan et Florian Dillot. Et ça évoque la thématique de l'agression sexuelle. Et voilà, donc s'il y a l'occasion, ils peuvent le diffuser ailleurs qu'à La Réunion, ce serait chouette. Je crois qu'ils ont eu une projection en métropole, mais ils n'ont pas cherché beaucoup plus à
à le diffuser. Donc voilà. Faut leur dire dans ce cas-là, faut pas hésiter. Il y a vraiment le problème souvent, c'est mais ce que je dis, c'est que ils vont souvent on va aller vers les gros festivals. Encore une fois, Annecy, Cannes, enfin etc. Clairement, faut vraiment pas hésiter. Il y a plein de petits festivals, il y a plein de festivals. Il y a des festivals qui prennent sur des sujets justement qui peuvent être forts, qui même sont sur ces sujets-là ou qui peuvent être vraiment directement. Je crois qu'il faut pas hésiter aussi à les aider et à leur dire, pareil, je crois que sur Film Freeway, c'est gratuit. En tout cas, ils s'inscrivent gratuitement dessus. Donc, il y a aujourd'hui plus de possibilités de parler de ça. Donc, il ne faut pas hésiter à les pousser. Ils ont une technique très efficace parce qu'elle est assez économe et réussie. Voilà. Et donc, dans un des 3 autres courts-métrages live, il y avait la chanteuse que j'ai découverte. Et donc, je vous passe une chanson qui est aussi sur ces thèmes douloureuses de blessures d'enfance, etc. Voilà. Et donc, on écoute normalement, c'est le morceau 3, Cap Cap. Et vous êtes toujours dans Bulle de rêve et on vient d'écouter Cap Cap. Donc on n'avait pas désannoncé la chanteuse qui s'appelle Anne O'Haru. Alors Anne c'est A2N et plus loin O''ARO. Voilà, si vous voulez retrouver le morceau. Donc on l'a dit, vous avez des univers très très opposés, mais ce qui est assez étonnant et c'est aussi pour ça qu'on vous a réunis, c'est que vous avez pas mal travaillé ensemble. C'est pas étonnant. Marie-Lou est absolument formidable et trop gentille, donc bien sûr qu'on peut travailler ensemble. C'est étonnant quand on connaît vos univers. Et je me demandais comment c'était arrivé et puis comment se passe la collaboration quand vous travaillez ensemble. Tu veux raconter comment tu m'as exploité. Tu l'as très bien raconté la dernière fois, donc si tu veux recommencer. C'est juste que Camille a eu l'instinct plutôt juste d'aller vers moi et s'est dit que j'étais une personne avec qui ça allait pouvoir marcher. Je sais pas comment tu as découvert ça. Et donc on se connaissait pas trop, on se croisait, enfin on était dans la même section aux arts décoratifs et tout d'un coup, elle m'a plaqué contre un mur, et vraiment, j'étais dans un coin. Elle m'a dit, Marie-Lou, je peux te parler 2 minutes, alors qu'on se connaissait pas. Hein. Mon côté complètement asocial. Et du coup, j'ai dit oui, ok, qu'est-ce qu'elle veut. Et en fait, elle m'a demandé si je voulais travailler avec elle pour un projet de commande. Donc quand Camille vous plante un mur comme ça, c'est peut-être une bonne chose. En fait, ne prenez pas peur, ça peut valoir la peine. En fait, plus loin dans cette question, il y avait un peu... je sais que Marie-Lou, on se connaît un petit peu et tu parles pas forcément beaucoup de tes projets, tu travailles beaucoup toute seule. Et à l'inverse, toi, Camille, tu as l'air d'avoir beaucoup envie de collaboration, même sur un film, enfin sur tes projets d'études, t'essayes de t'entourer de gens. Et donc, c'était aussi un peu déjà parler de vos habitudes de travail et puis comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble de ce fait-là aussi. En tout cas, donc, pour dire de quoi on parle, c'était sur le projet du clip des Mains Froides quand Oldelaf est venu commander ça. Je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de boulot et que ce serait sûrement formidable d'être deux cerveaux, 2 réals, 2 envies et pouvoir s'occuper de tout ça. Et c'était la bonne intuition. Et je me souviens qu'en studio, quand on l'a fait, je me suis dit mais je veux faire ça dans ma vie en fait. J'avais compris que je voulais être réalisatrice à Volda dans mon échange et là j'ai compris que c'était chouette de vivre un tournage ou d'être en équipe et c'était une super expérience et à chaque étape on fonctionnait en fait très bien. Ça glissait tout seul, c'était super et on a réussi à recruter toutes les deux et on a résolu cette production éclair avec très très peu de moyens sur un film qui me parlait beaucoup et voilà, donc je sais plus trop où est-ce qu'on va. Je te demande à toi Camille, c'est quoi, c'est un caméléon, c'est-à-dire qu'elle arrive à rentrer dans ton univers mais tout en donnant à son univers à elle aussi. Les Mains Froides, c'est le commentaire dont je me souviens, c'est le film le plus choupi sur YouTube que je n'ai jamais vu. Ça c'est un commentaire. Donc quand on a raconté ce que Marie-Lou essaye de faire ressentir aux spectateurs dans ses propres films, on comprend pas comment elle a pu aussi bien gérer la co-réalisation d'un film choupi avec de l'humour et un chat qui tombe d'une fenêtre et tout. Et en fait, moi, je l'ai rencontré sur ce film-là
peut-être que je voyais un peu son travail à l'ENSAD, mais pas tellement. Et quand j'ai vu ensuite, après Les Mains Froides, que en fait, quand elle fait des films, elle fait ça, je fais ah ok, elle est assez incroyable, effectivement. Cette fille de pouvoir fonctionner vachement dans l'atmosphère. Là, Les Mains Froides, c'était un certain style et ça n'a rien à voir avec ses propres films. Donc, mais ouais, il y a cette capacité. Et je dis ça, Marie-Lou, je parlais de Caméléon, parce qu'il y en a une autre qui parle de toi aussi en disant que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Autant le dire, qui est Virgin Keaton, avec qui tu as travaillé et qui dit que ça se passe toujours absolument bien. Alors, ça veut dire que non seulement, après on va arrêter sur les choses, non, mais ça veut dire que ton caractère fait que finalement tu rentres. C'est pour ça que je parlais de Caméléon, parce que souvent on oublie quand on est animateur, néotriste, souvent c'est aussi d'un seul coup être dans les besoins de l'autre, mais tout en étant quand même en étant force de proposition des fois sur certaines choses quand il le faut. Toi, c'est ça que t'aimes bien ? Ouais, parce que j'aime bien réaliser, mais toute seule. Et c'est pour une raison très simple, c'est que je pense aussi ne pas être capable, mais je pense que je le serais. J'ai pas envie de gérer moi-même l'équipe. Et ça me va très bien d'aider quelqu'un à le faire. Enfin, d'être au rôle juste en dessous pour délayer, que ça se passe bien. Après aussi, je choisis les collaborations que j'aime bien. Je vais pas aller aider quelqu'un que j'ai pas envie d'aider non plus. Sauf si c'est un simple boulot, quoi. Alors que quand je travaille avec Camille et qu'elle me repropose quelque chose, c'est parce que je sais que on aime bien travailler ensemble. C'est pas, même si c'est pas l'univers que je vais faire sortir. Et ton travail avec Virgin, c'est pas non plus complètement, même si visuellement, là, on est dans quelque chose d'un peu plus proche, on va dire, c'est quand même pas non plus. Alors, si, il y a des oiseaux, il y a de la nature, il y a des choses comme ça. Comment s'est passé comment ça se passe ? Virgin, c'est parce que je la connaissais en tant que, on va dire, fan. Et du coup, quand on m'avait proposé de travailler avec elle, j'étais contente pour voir comment elle allait travailler, etc. Et je pense que le point commun entre quand je travaille avec Camille et Virgin, c'est qu'il faut chercher la façon de produire. Et du coup, c'est un peu mon rôle. Enfin, t'as les idées aussi, mais on recherche comment on va faire. Et Virgin aussi, elle cherche tout le temps comment on va faire. Antoine, c'est un peu toi aussi, t'aimes bien ça ? Tu te reconnais dans ce que vient de dire Marie-Lou, dans l'idée de dire, bon, travailler pour mes films avec d'autres, c'est compliqué, mais travailler pour d'autres et essayer que tout se passe bien. Antoine qui, vous le savez, ici, nous fait le plaisir de venir, mais à côté, il a plein d'autres choses à côté. Il est notamment assistant, réalisateur, réalisatrice, enfin voilà, il fait pas mal de choses où il essaye de tout débloquer. C'est quelque chose qui te parle ? Tu viens de hacker l'interview, mais oui. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un discours auquel je souscris aussi totalement. Enfin, c'est avec le besoin peut-être de plus en plus d'y retrouver du sens, parce que c'est pas toujours le cas actuellement. Mais oui, c'est je pense que ça amène aussi une stabilité de vie, d'être à un poste où il y a quelqu'un qui vous dit que c'est bien ce que vous faites. Voilà. Moins de prise de risque, c'est sûr. Non, mais il y a quelque chose. Quand on est réel, j'ai l'impression qu'on est souvent confronté à être le seul à savoir vraiment dans quelle direction on va et à pouvoir valider si on va dans le bon sens. Et c'est assez reposant d'avoir quelqu'un qui prend en charge cette chose-là. Après, du coup, le compromis de la coréale, c'est bien. Parce que du coup, on est deux et les soucis de la réelle se partagent. Ils sont allégés d'où. Enfin, moi, je me souviens sur Les Mains Froides, il y a ce blocage sur le storyboard. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on a fait globalement storyboard ensemble, mais je me souviens qu'on est allé au concert d'Oldelaf et qu'en sortant du concert, sur une petite table dans la cour, il nous restait ce moment à débloquer. On n'avait pas trouvé le storyboard ou l'histoire ou je sais pas quoi. Et en fait, de pouvoir verbaliser, de pouvoir sortir la recherche d'idées et de réfléchir avec deux cerveaux, mais je pense qu'on va 10 fois plus vite. Enfin, franchement, c'est trop bien, quoi. Donc, ou co-réalisation, d'avoir quelqu'un qui est juste en dessous, qui vous permet d'être... je raconte toujours, cette histoire de l'assistante Fellini, où on lui demande pourquoi il veut pas être réalisateur. Il fait, vous rigolez ou quoi ? J'aide l'un des grands génies du moment. Pourquoi vous voulez que moi je fasse des mauvais films, entre guillemets, alors que je peux l'aider évidemment à faire des grands films. Donc c'est ça aussi. C'est intéressant comme discours que vous avez, même là, vous trois, parce que aujourd'hui, les étudiants et étudiantes veulent de plus en plus être réalisateurs, réalisatrices, sans savoir qu'est-ce qu'il y a réellement, mais ça fait rêver évidemment, alors qu'il y a 10-15 ans, il fallait soutirer l'idée de dire
à quelqu'un qui pouvait devenir réal, alors qu'aujourd'hui c'est un peu, et en fait c'est intéressant, c'est que finalement le vrai bonheur d'être un bon réal ou une bonne réal, c'est de vouloir travailler en équipe, de trouver les bonnes personnes, et c'est aussi ça. Ouais, c'est ce que je découvre, moi, en tout cas. Ouais. Parce que j'ai enfin mis un pied dans le démarrage du Noël des animaux. Donc, je suis réalisatrice d'un chapitre. Ouais. Donc j'ai écrit le scénar en 2017 en sortant de mon diplôme des arts déco, quoi. C'était genre... Et en fait, depuis, je crois que j'apprends mon métier. Et là, j'ai fait la première étape avec une storyboardeuse professionnelle. Et je me suis dit, en fait, que c'était formidable d'avoir trouvé la bonne personne. Et que ça va être un peu le challenge, un gros challenge pour mon métier, là, de tenir le film et le réaliser bien. Ça va être de trouver, en fait, si possible, la bonne personne sur chaque étape. Et en tout cas, sur le storyboard, là, je suis vraiment trop contente, quoi. Et ça permet, enfin, c'est bon pour le film, c'est bon pour l'ambiance sur le film, pour moi, pour les gens, enfin. Et je me dis, ouais, en fait, je crois que ça fait partie du métier, ça va être de bien s'entourer et de faire les choix de l'équipe, quoi. Et quand là, tout à l'heure, tu parlais du clip et de la façon dont vous l'avez fait et que tu avais pris un vrai plaisir et découvert que tu voulais faire ça, dans le fait aussi que ça s'est fait rapidement, est-ce qu'il y a aussi ce besoin-là dans le fait de s'entourer d'une équipe, c'est-à-dire que ça soit pas un processus laborieux on n'aurait pas pu le faire à deux. Enfin, il y a un moment, il faut faire tant de décors pour tel jour. Je suis très stricte sur les plannings. J'ai la chance d'avoir ou le défaut d'être un peu strict sur l'organisation. Et je pense qu'on avait un rétro-planning de malade. Et je savais exactement combien de jours on avait pour faire les décors. Je me souviens. Du coup, après, on s'est bougé pour recruter des gens pour venir faire les décors. Et donc voilà, déjà trouver une équipe, parce qu'en termes de temps, t'es obligé. Sinon, faire des films seul, ça fonctionne. Mais si t'as des mois et des mois devant toi, c'est logique. Et le hors-champ est toujours bien parce que Camille parlait et Marie faisait on avait un rétro-planning, qu'on en avait un, etc. Donc, c'est super, hein. Moi je sais pas faire cette partie-là. Enfin, sur l'orga. J'ai une deadline et c'est la deadline. Et puis c'est la deadline et puis on verra. Ouais. T'as du mal avec les deadlines? T'as fini ton film de fin d'études un petit peu plus tard, t'as fait un petit peu... Est-ce que les choses... pas dans la simplicité. Ouais, non mais ça fait partie aussi d'autres créations, d'autres styles, hein, mais... Bon, après, c'est parce que j'avais pas de deadline urgente non plus, hein. Sinon, je les tiens quand même. Mais ce qui est bien avec les deadlines, c'est que on doit faire des choix rapidement aussi, et on se prend pas la tête des plombes sur le scénario. Quand il pense, on a dû storyboarder et faire le clip en très peu de temps, parce qu'après il y avait l'équipe, après il y avait le tournage, et effectivement la pixelation, ça prenait du temps, etc. Et je pense qu'il y a ce côté jouissif aussi dans les productions courtes, que tu changes d'étape régulièrement, parce que moi j'ai besoin de changer d'étape. Je pense que je fais de l'anime parce que je m'ennuie rapidement. Je peux pas faire de l'animation tout le temps. Je peux pas faire des mois et des mois de storyboard. Enfin, ce qui est trop bien, c'est quand tu fais un peu de scénar, puis après il faut passer au storyboard, et puis 2 semaines après il faut vite faire des décors, et puis 2 semaines après il faut faire un tournage, et toutes les 2 semaines ta vie est différente. C'est juste trop bien. Et donc là voilà, ça va rapidement, ça s'enchaîne, et c'est chouette. Et c'est pas le cas de tous les films, hein. Des fois tu restes très 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 longtemps sur une étape. 2017 pour le projet là, avec les Belles-Sœurs. Marie-Curie, tu vas nous dire, tu t'ennuies? Comment tu fais pour tenir quand d'un seul coup, ça fait déjà 5 ans? Alors quand les projets sont bloqués sur une même étape, et du coup je multiplie les projets. Et c'est un peu... Ça fait une vie assez intense, mais tu multiplies les projets, d'où les films de commande aussi. Donc plein de films de commande, et quand on sort d'un film de commande, on en a marre, on est à nouveau frais pour faire du scénario de Marie Curie, et on peut faire du scénario comme ça sur... parce que c'est jamais, tout est jamais à 100% du temps, hein. Quand je dis ça fait X années que je travaille sur le scénario de Marie Curie, c'est pas complètement vrai, c'est la durée... parce que c'est pas tous les jours, hein. Donc, oui, mais entre la Camille Elmeras de 2017 et celle de 2022, ne m'en parle pas. Il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de choses qui sont passées, qui fait que d'un seul coup, t'as vu des choses, t'as vu, et d'un seul coup se dire... Ouais, c'est très dur de se remettre à l'ouvrage, parce que des fois on reconnaît pas, on se dit mais ce fil-là et ce tissage, oui, mais en fait c'était moi il y a 2 ans. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse parce que
il y a une mélancolie ou que le moi de 2 ans, que c'était très fort pour le projet, donc oui, on va laisser ça. Ou est-ce que je l'enlève parce qu'en fait, la moi d'aujourd'hui, elle voit plus le film comme ça. Ça, c'est difficile de tenir une écriture sur des années en devenant quelqu'un d'autre, sur des années où... Tu fais des choses pour ça. Est-ce que non, mais parce qu'il y a des trucs de sophrologie. Non. La médication. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réals qui s'écrivent, par exemple, enfin, qui notent qu'est-ce qui est important pour eux au début du film. Alors, le problème, c'est que ça marche pas avec moi. C'est-à-dire que je fais des notes d'intention, des notes d'intention, des notes. J'ai le défaut de repartir à zéro. Donc, je vais me reposer la question 2 ans avant, devant une page blanche, mais finalement, c'est quoi tes intentions? Au lieu de me dire, par exemple, prends la première note d'intention que tu as écrite, et puis dis-toi que il faut que tu reviennes à ça, en fait. Et j'ai fait ça après avoir entendu une interview de Hayao Miyazaki qui disait ça. Dis-moi, pour tenir le film, je sais pas, je crois qu'il disait qu'il s'était écrit une note et qu'il la suivait après, qu'il revenait dessus. Mais souvent, en effet, Louise Caillez nous avait dit la même chose quand elle était venue ici. Elle disait qu'elle écrivait quand elle était paumée. Ouais. Elle revenait au premier dossier pour essayer de retrouver l'essence du film. Non, ça te parle. Alors, à la fois oui, et à la fois, comme je te disais, puisque tu n'es plus la même personne et que c'est pas forcément le truc qui te touche à fond aujourd'hui, n'est peut-être plus le même. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que d'une bêtise, vous avez fait aussi du théâtre, non, des vidéos? Oui, non, pour du théâtre. Je cherchais le deuxième truc qu'on avait fait juste après ensemble, et c'était cette installation pour un spectacle de théâtre de danse. De danse. C'était une danseuse sur scène. C'était pour les enfants, enfin à destination des enfants. Ouais. Et en fait, il y avait une seule danseuse et on devait faire tous les autres danseurs, mais en vidéo. Oui, donc il fallait chorégraphier. Avec la danseuse, en fait. C'était millimétré, quoi, parce que la vidéo était faite et la danseuse devait s'accorder ensuite avec la vidéo projetée. Est-ce que c'est passionnant, ça, justement, travailler, et sûrement difficile, parce qu'en plus, je suppose que les délais sont toujours... les gens hors de l'anime connaissent pas forcément les délais. Voilà, ils vous disent, il me le faut pendant 2 mois, alors qu'en fait... Mais est-ce que c'est aussi intéressant de voir comment les autres arts travaillent, le rythme ou des choses comme ça? Par exemple, là, la danse, la musique, tu as fait pas mal de musique, je sais pas, des choses comme ça. Ouais, ça permet peut-être de tenir, ou pas forcément. Des fois, on a envie de rester plutôt dans un tunnel créatif qui est la même chose. Bon, je pense que ça nourrit vachement d'aller voir un moment de la danse, d'être inspiré par de la musique. C'était chouette de vivre, de toucher au spectacle vivant et à la scène. Et je me souviens qu'on s'est déplacé dans des théâtres. Ouais, c'est chouette. On va faire une petite pause musicale, c'est bon, Antoine? Et c'est toi, Camille. C'est une petite pause en plus, c'est vraiment court, une voix qu'on aime beaucoup. Ouais, aussi, j'avais envie de vous parler des voix féminines, de diffuser les voix féminines. La musique, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et j'ai des playlists spécifiquement des voix de femmes qui sont inspirantes. Et je suis revenue à un peu une évidence que tout le monde connaît, mais moi quand je l'ai découvert pour la première fois, cette chanson, ça a été un truc de fou, un choc avec un chef-d'œuvre. Et je l'ai découvert à Volda, donc en plus ça me ramène dans un lieu que j'ai adoré. Du coup, c'est que des bons souvenirs et c'est Nina Simone, évidemment, la grande voix. Bulle de rêve sur Radio Libertaire, toujours avec Nicolas. Merci évidemment à la réalisation. Bien sûr, Radio Libertaire. On vous donne quand même, ce qu'on ne vous le donne jamais, le numéro du studio. C'est quelque chose que fait tout le temps Francis Gavel. Et je n'avais pas encore cité Francis Gavel, donc comme ça je vais pouvoir le citer. Donc 01 43 71 89 40. Ouais, on a encore du travail à faire par rapport à ça, mais on va y arriver un petit peu. Ça va y préparer. Donc on est toujours avec Camille Almiras et Marie-Lou Solaire qu'on avait déjà reçu. Donc si vous voulez avoir leur parcours avant, vous pouvez les réécouter en 2012, 2013, c'est sur le site. 2015 pour Marie-Lou, vous pouvez entendre, voir si elles ont changé de voix, si elles ont changé de discours, si voilà ce qu'elles disaient à l'époque, si elles n'aimaient pas la musique ou la danse, alors que maintenant elles aiment, ou des choses comme ça. Vous pouvez vous repérer comme ça. C'est un peu ça, Bulle de rêve. On suit de manière à pouvoir faire les archives, faire l'info, l'intox de l'animation. Voilà, c'est du style. Changer la vie. C'est ça. Antoine.
C'est super que tu nous aies parlé de musique, parce que moi j'avais une question sur ça, parce que effectivement elle est présente sur beaucoup de tes films, et comme un support de création, dans Fairing elle est même intradiégétique. Enfin voilà, il y a un choix de la mettre en avant, pas juste comme un support de ta mise en scène. C'est un élément à part entière des films. Ouais. C'est beaucoup une inspiration, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, plutôt sur les courts-métrages, mais quand j'écrivais Fairing, c'était écouter un CD en boucle et voir petit à petit le film se faire dans ma tête sur une certaine bande-son. Donc ça peut être vraiment un support à l'écriture, vraiment à cette étape-là. Et de manière générale, de chercher un peu la musique pour trouver un peu l'ambiance ou l'énergie du film. Donc la musique est inspirante. Et après, un rapport aussi beaucoup au chant. J'avais très envie de mettre du chant dans Fairing, et comme tu dis, c'est pas une bande-son, c'est les personnages qui se mettent à chanter sur leur colline, et puis ça prend après tout l'espace sonore. Je sais pas s'il reste beaucoup de bruitage quand on est au sommet de cette musique, mais je crois que l'art musical, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'aller sur le cinéma aussi, c'est parce qu'on peut travailler avec le son et la musique, ce qu'on peut pas faire en BD, ce qu'on peut pas faire dans l'illustration, et pour moi c'est complètement vital, je crois, la musique. Et juste, pardon, mais toi Marie-Lou, t'écoutes puisqu'on parlait tout à l'heure, on va vraiment faire ça, c'est vraiment de la radio, on va faire vraiment la personne qui rigole, qui fait des films drôles, ça, et la personne qui fait non, mais c'est difficile de faire des films fantastiques, des films d'horreur, des films qui font peur. Est-ce que c'est se mettre dans une ambiance comme ça, ou pas forcément, on n'a pas besoin d'avoir ce rapport-là? De se mettre dans l'ambiance. Tu peux dire non, mais tu veux très bien dire que finalement t'écoutes des choses très gaies pendant tout le long, et que finalement t'as pas besoin d'avoir, je sais pas moi, une musique de film d'horreur en même temps que tu travailles. En fait, moi j'aime pas trop écouter de la musique quand je travaille. Ça me déconcentre, donc... Après, je m'inspire de musique pour les films, j'aime beaucoup, parce que ça peut me donner des idées sur le rythme, en fait. C'est plutôt ça qui m'intéresse dans la musique, c'est le bruitage de la musique. Mais après, pendant que je travaille, non, j'écoute pas de musique. T'écoutes quelque chose, ou t'as besoin du silence? Je préfère rien écouter. Après, je suis pas concentrée. Donc en fait, t'as besoin... Non mais c'est aussi important, t'as besoin vraiment du silence pour amener, en fait, justement ton film là où tu as envie de l'amener, quoi. Mais après, il n'y a pas beaucoup de bruit dans mes films non plus. Et c'est intéressant parce que justement, c'est assez ténu, et je me demande d'ailleurs comment, parce que là, pour le coup, tu collabores avec quelqu'un pour la bande-son, quelles indications tu donnes, et est-ce que justement, tu as besoin de calmer le jeu, ou dès le début, tu arrives à dire les bruitages le moins possible en fait, j'aurais aimé, parce que là j'ai eu un musicien et un bruiteur, et j'aurais aimé que ce soit qu'une seule personne, donc que le bruitage ce soit la musique, et j'ai pas réussi complètement à le faire, parce que c'est difficile de donner les indications, et puis j'étais un peu pressée dans le temps aussi. Et du coup, les indications que j'ai données, c'était d'abord au musicien. J'ai d'abord travaillé avec le musicien en lui disant je veux une musique qui soit du bruit, et donc on reconnaisse le moins possible les instruments, et voilà. Donc à la base, j'aurais aimé que ce soit tous les instruments qui donnent les bruitages, mais bon, il fallait en rajouter un petit peu. Et à quel moment ça intervient? C'est sur film déjà bien avancé, ou c'est très tôt et tu travailles sur la bande son? Là, je l'ai fait après le son. C'était déjà, il y avait la moitié du storyboard, il n'y avait pas toute l'animation quand même. Mais j'ai travaillé, le son est arrivé un peu après. Et ça, c'est parce que j'ai beaucoup plus réfléchi à ce film en écriture. Alors que j'avais beaucoup aimé travailler sur un autre petit film où j'avais juste pris la musique déjà de base, et c'était beaucoup plus simple pour avoir des idées immédiates et voilà.
je veux pas absolument ramener tout à des références, vous inquiétez pas, et c'est pas pour vous dire, mais la référence au Japon, chez toi, elle est importante. Donc c'est vrai que la musique, le son, par exemple, quelqu'un comme Toru Takemitsu qui a fait les musiques de Rébellion, d'Harakiri, par exemple, où il y a beaucoup de silence qui joue beaucoup. C'est des choses, cette culture japonaise, qui est complexe, hein, il n'y a pas qu'une culture japonaise, mais une partie, elle joue comment dans ton travail, dans ta création? Je pense que pour le son, je m'inspire pas trop de ces films-là, beaucoup plus des films un peu underground, plus métal, voilà. Donc de Tsukamoto, des trucs comme ça, mais des vieux films où c'était un peu plus pur, on va dire, un peu plus le bazar au niveau son. Un peu plus punk. Un peu plus punk, ouais. Pour mes films, je préfère ça. C'est pour ça que tu dis le côté de faire même avec une musique déjà préparée. Enfin, je sais pas, t'aimerais faire quelque chose de plus lâché, parce que t'as quand même un style où t'as beaucoup de détails malgré tout, il y a beaucoup de choses. T'aimerais à un moment donné juste lâcher. T'as fait des petites choses comme ça, mais ouais. Ouais, je préfère lâcher. Parce que comme c'est du ressenti, mais il n'y a pas de trame, donc avec la musique c'est beaucoup plus simple d'avoir une trame. Voilà. Antoine, alors, après on peut peut-être passer au... Non, parce que sur la musique, moi j'avais une autre question pour Camille, qui est... j'ai revu notamment le bon titre Alan Sad, mais aussi un film qui s'appelle La Grosse Bertha, sur ton Vimeo. Et donc ils sont deux, si vous allez voir, qui sont deux films qui sont plutôt plus expérimentaux, et je me demandais si voilà aussi dans le rapport que tu as à la musique, est-ce que c'était quelque chose vers lequel tu avais envie de revenir à un moment, ou pas du tout, c'était des expériences d'école et c'est de côté, parce que maintenant t'es quand même dans des choses qui sont très cadrées narrativement. Ouais. Oui. Quand tu m'y fais penser, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces deux films. Il y avait, à mon avis, beaucoup trop de pression sur l'exercice du son à l'ENSAD. Moi, je m'en étais mis beaucoup, donc j'avais pas réussi à trouver complètement le plaisir mais il y avait quelques trouvailles de trouvailles de mouvements que tu peux avoir juste en bougeant des trucs sous une caméra en direct et en sentant ça, c'était très cool, quoi, de chercher du mouvement en direct et de te concentrer sur une sensation que donne ton mouvement, et est-ce que ça correspond à ce que tu ressens quand tu écoutes le son, et c'était assez chouette. Et La Grosse Bertha, la forme de la production, par terre à genoux chez moi, sur le parquet, sur une table lumineuse, à l'arrache, à gratter des trucs, essayer de faire du sale, vas-y, n'importe quoi, en écoutant du gros rock. À la fois en écoutant des fois la bande son, mais je crois que c'était quasiment la même année, donc j'avais appris à détecter la musique. Donc une fois que tu as détecté, tu sais ce que tu dois faire, et donc une production complètement punk au fond de ma chambre, en noir et blanc, et c'était très chouette de travailler sur la matière et sur ce type de jazz étonnant, voilà. Donc pourquoi pas en refaire, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit. Est-ce que sur Marie Curie, ou est-ce que tu pourrais avoir la compositrice ou le compositeur avant, enfin très tôt? Sur le son. Oui, même très tôt, qu'elle t'accompagne, encore une fois, la personne qui ferait puisse t'accompagner là au moment de la création ou des choses. Pourquoi pas. Vu mon rapport à la musique assez en amont, ça pourrait être pas mal qu'on trouve la bande son, et puis je me garde des séquences. Enfin, j'ai envie de revenir au banc titre dans ce film-là, alors qu'on est sur un truc assez narratif et de longue durée et tout ça, mais il y a vraiment des envies de retourner au banc titre sur certaines séquences, et comme en général je vais au banc titre avec une bande son en tête, ça pourrait être une bonne idée. Tu nous en parles un peu, ce projet Marie Curie? On va peut-être faire une pause et on fait... Non, tu préfères? Ouais. Bulle de rêve. Pardon, nous étions partis sur un grand débat sur les ados. On va revenir sur l'animation. Vous êtes toujours sur Bulle de rêve, bien sûr, Radio Libertaire. On va calmer la voix et on va donner la parole à Antoine. Donc on s'apprêtait à partir sur le prochain projet, enfin un des prochains projets de Camille, donc qui est autour de Marie Curie. Comment t'en es venu à vouloir parler de ce personnage-là, et
notamment parce que pas mal de choses ont déjà été écrites. Comment t'en viens à vouloir y revenir et à vouloir raconter quelque chose, toi, à travers ce récit-là? Je pense que ce que j'ai envie, c'est de faire un film qui motive. Et à travers une période spécifique de la vie de Marie Curie. Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est une partie de sa vie qu'on connaît pas trop. Et qui est pas... c'est un moment où c'est pas la grande chercheuse dans son laboratoire. C'est quand elle sort. Et je pense que c'est un moment qui peut être inspirant. Et qui vaut peut-être le coup d'être partagé à pas mal de spectateurs et de spectatrices. Sans que le film soit vraiment féministe, parce qu'on n'a accès à aucun axe narratif là-dessus. On n'a pas cherché à un moment tel dialogue où il faut passer le message féministe et tout, mais on a essayé de le jouer comme Marie Curie le vivait, c'est-à-dire juste de fait, par la façon dont je trace ma route et je fais ma vie. Je suis féministe, mais me demandez pas de m'exprimer sur le sujet. Marie Curie, elle a jamais revendiqué ça, et voilà, c'était juste... L'idée, c'est d'avoir une femme qui prend sa place, la place qu'elle désire avoir, sans forcément pousser des coups de quoi, enfin en tout cas, mais c'est ça, c'est montrer quelqu'un qui se positionne, encore une fois, sans faire des grandes phrases, mais qui, par les actions qu'elle mène, ouais, par le fait qu'elle doute pas, là aussi, cette capacité à pas douter d'elle, à savoir à quel moment elle est légitime pour faire tel truc, même si elle est en avance sur son temps, et que, bien évidemment que non, une civile et une femme, à l'époque, elle va pas dans les hôpitaux de la zone de l'armée, puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale, et je pense que ça m'a intéressé aussi de voir le parcours d'une femme qui voit son monde s'écrouler complètement. Sa recherche à l'arrêt, avec des étudiants, les gens qui faisaient sa recherche, là-dedans, il y avait aussi bien des Allemands que des Français, que d'autres nationalités. Donc tout le monde s'en va prendre les armes pour aller se tirer dessus. Et donc elle est face à quelque chose d'énorme, qui est la Première Guerre mondiale en Europe. Et son parcours est assez étonnant à ce moment-là. Donc elle sort de sa zone de confort tout en essayant de trouver sa nouvelle zone de confort sur le terrain. C'est-à-dire de rester dans les sciences et dans l'application d'une recherche relativement récente qui sont les rayons X, et de se dire, d'avoir l'intuition de se dire, mais en fait, je vais peut-être quand même être compétente sur ce truc-là. Et effectivement, elle arrive à mettre en branle un réseau radiologique formidable qui a un impact assez conséquent, puisqu'elle sauve pas mal de vies et qu'elle réforme le métier des chirurgiens de l'époque. Donc c'est assez étonnant, et je pense que c'était pas très connu, et que ça peut être inspirant pour pas mal de gens aujourd'hui. C'est quoi la relation que tu as avec tes personnages? Et ben c'est difficilement, c'est dur de l'écrire. Moi, le personnage de Marie Curie, il met beaucoup de temps à s'écrire, alors que quand je lis des biographies, parce que du coup ça a commencé par la rencontre à travers sa vie et une biographie en général, et puis ensuite je suis tombée dans la boulimie que je racontais la dernière fois. Quand je tombe sur un sujet, je vais fouiller, donc j'ai lu près de 10 ou 15 bouquins, et à chaque fois, ça, tu vas dans sa maison à Paris, ouais, après c'est aller dans le musée Curie, où il reste, dessiner son jardin, dessiner le bureau qu'ils ont laissé en l'état, donc formidable pour les gens comme moi. Quand tu deviens fan, fais son bureau, elle écrivait là, et puis après c'est aller voir, moi c'est une coïncidence de dingue, mais il y a une expo il y a pas très longtemps au musée de la santé des armées, je crois, quelque chose comme ça, où je sais plus mais tout d'un coup il y a une expo qui sort où c'est tout un fond photographique qui est exposé et qui ne parle que de la Première Guerre mondiale et du service de santé des armées à l'époque. C'est exactement mon sujet, donc c'est un cadeau, quoi, c'est trop bien. Donc je vais là-bas, j'achète le catalogue, donc ça, c'est des petits trucs magiques qui tombent bien. Et puis quand tu tombes sur le tirage original de la photo, il y a Marie Curie dessus. Photo que tu vois dans toutes les biographies depuis, je sais pas quoi, t'as la petite émotion de « Oh, c'est le tirage original !» Donc on devient complètement gaga quand on fait un film comme ça. Mais donc si tu veux, je sais pas, il y a un attachement à mes personnages, et il y a une rencontre à travers les siècles, c'est étonnant, qui se fait entre Marie Curie et moi. Et pour autant, c'est très difficile de l'écrire,
Et je peux pas du tout puiser dans ma vie non plus pour l'écrire, ce que j'ai pu faire pour construire un peu, ou ressentir ce que pouvait vivre mon petit garçon dans Fairing, ou ressentir exactement ce que vivait l'enfant dans Le Bleu Pays. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, on peut peut-être en parler un petit peu aussi, c'est pas une figure anodine, tu prends une figure qui est aussi encore plus dans le moment politique, et donc avec le discours féministe, sert de figure aussi à ce mouvement-là, et comment est-ce que on fait avec toutes les intrications politiques qu'il y a autour, qui sont lié à son parcours à elle, mais aussi à comment est-ce qu'on l'aperçoit maintenant et quel symbole c'est maintenant. Est-ce que tu y réfléchis ou tu essaies de justement pas du tout c'est sûr que c'est une légende. Mais je pense plus aux monuments scientifiques ou celle qui a des plaques à son nom dans les rues ou dans les manuels scolaires. Je réfléchis pas forcément pas des récupérations, mais à la politique et qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on dit avec Marie Curie politiquement. Ça, je sais pas. Je crois pas savoir, mais... Est-ce que finalement, c'est ce que tu dis qui est intéressant, c'est-à-dire l'idée d'être féministe, que ces actions soient évidemment féministes, surtout encore plus à l'époque, c'était une évidence, mais sans le dire, et que finalement, le film... sera peut-être aussi ça, c'est-à-dire finalement, je sais pas si toi t'es comme ça, mais en tout cas, revendiquer des choses, mais sans qu'elles soient mises au premier plan, qu'elles soient un peu derrière. Oui, par les actions, en fait, le fait que j'agisse comme je l'entends, étant une femme, et que je m'estime être l'égale des hommes, c'est pas un discours, mais c'est vachement inspirant, et ça peut être libérateur pour d'autres femmes autour qui vont voir ça. Et puis c'est faire les choses. Si le film arrive finalement, est-ce qu'on se dise pas oh là là, c'était féministe, ou c'était une femme, ou c'était des hommes, ou juste... En fait, elle a fait ce qu'elle a voulu. En fait, c'est plus fort si on arrive à dépasser. Et donc, tu réfléchis quand même un petit peu à ça. En fait, c'était un peu ça la question. Ouais. C'était aussi, je pense qu'on traverse un moment, notamment en animation, et ça se voit dans les films étudiants qui sortent des écoles de plus en plus, où ce questionnement-là, il est là. C'est-à-dire que des questionnements politiques du fait du contexte actuel prennent beaucoup plus de place là où c'était peut-être moins le cas il y a quelques années. Avec qui soulève des problématiques de maintenant. Alors c'est super, il le faut. Je pense que, moi je suis convaincu qu'on est dans un moment où on en a besoin, que le politique revienne, que ces enjeux-là reviennent, mais qui repose des questions de comment est-ce que on transmet les choses, et comment, à quel point on se situe entre le film Tract et. Oui, c'est ça. Et il y a eu. Dans certaines versions de scénario, des confrontations avec quelqu'un du service de santé qui va lui dire que ce n'est pas possible parce qu'elle est une femme, et qui va insister là-dessus. Et en fait, de pouvoir se dire qu'on enlève ça et qu'il reste plus que c'est plus les conflits, et c'est plus la narration qu'on fait tourner autour du propos féministe, en faisant bien sentir, que ça devient plus léger, parce qu'il y aura peut-être une remarque, parce que si on n'en met pas du tout, c'est aussi trahir ce qui se passait à l'époque. Donc, il peut y avoir une remarque à un moment, mais je sais pas, c'est la construction, on va pas le mettre dans les axes scénarios. L'enjeu du film n'est pas placé à ce c'est pas l'enjeu, c'est pas Marie Curie en tant que femme, et on va tout axer sur la façon dont elle devait se faire une place chez les hommes. En fait, non, on est ailleurs. On est Marie Curie, elle a besoin à ce moment-là de sortir d'une dépression, de se reconstruire, ou d'aller sur le terrain. Elle se demande ce qu'elle peut faire face à la guerre. C'est une citoyenne qui se demande ce qu'elle peut faire face à la guerre. C'est pas que une femme qui va, C'est un être humain qui agit. C'est un être humain qui en fait décide. C'est une femme. Elle a peut-être plus de difficultés malheureusement pour l'époque ou quoi, mais c'est avant tout un être humain qui décide qu'elle doit prendre ses responsabilités pour faire des choses. Finalement, c'est peut-être ça. Non, mais c'est peut-être ça où le débat... On ne fera jamais ce débat, mais en tout cas, c'est un débat qui sera intéressant sur cette idée de est-ce qu'on peut faire que de la politique, ou est-ce que quand on fait de la création, il faut forcément qu'il y ait de toute façon un côté créatif aussi derrière, ou est-ce qu'on peut faire... Très, 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 très long débat, Camille, ne t'inquiète pas, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Et puis, comme d'habitude, ça fera ces débats qu'on lance. On dit, il faudra qu'on en parle un jour, et dont on n'en parlera jamais. Oui. Et justement, je voulais y revenir, Marie-Lou. Toi,
toi, t'as dit que voilà, dans Signal, t'as aussi, tu viens avec un message à faire passer. Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis avant, ou est-ce que c'est là dès le départ, par exemple à l'écriture du film, est-ce que c'est ça qui est moteur ou pas du tout, ça vient après? J'essaie de me souvenir comment je l'ai écrit. Je crois que c'est venu assez rapidement, parce que quand j'ai commencé le film, j'ai juste fait quelques images parce que j'avais pas d'histoire en tête. Et au tout début, maintenant je me souviens que j'ai dessiné des images où il y avait clairement du mazout, des oiseaux, enfin des trucs beaucoup moins fantastiques, et donc c'était déjà là cette idée que ça allait être une catastrophe naturelle. Ouais. Donc c'était... Moi, je peux pas m'empêcher parce que le temps passe. On arrive facilement dans un univers évidemment qui est absurde, comme celui d'Atsushi Wada, sur lequel tu as travaillé, que tu as animatrice sur son dernier film, qui est pareil, si on doit citer en tout cas les gens, à part toi pour qui tu as travaillé bien évidemment, mais Camille Almeras, Virgin Keaton, Atsushi Wada, on part encore dans un autre style. On arrive au Japon, est-ce que d'un seul coup quand on te propose ça, c'est trop bien, je travaille avec un japonais, oui, mais c'est pas du tout mon style, comment je vais m'y mettre, comment ça se passe cette rencontre? C'était oui, je me suis dit trop bien, parce que déjà ça fait plaisir de travailler sur des choses qu'on apprécie, et après c'est dur parce que là, contrairement avec Camille où le style est construit exprès, là c'est le style de quelqu'un qui est déjà bien rodé, donc c'était un peu ça le stress, on va dire. Je me disais pourquoi j'anime sur son film, ça va pas ressembler à sa façon de faire. Et pourquoi je disais ça? Et je sais plus pourquoi je disais ça. Et ça s'est bien passé, et tu disais que... Ça s'est bien passé. Non mais c'est intéressant, les gens qui connaissent pas Atsushi Wada, c'est un style, c'est pour ça je pense que c'est pas si loin. Il joue lui plus sur l'absurde, lui c'est pas l'horreur, c'est pas ça, mais on a un côté absurde, il joue sur les rituels que tu pourrais presque avoir dans tes films. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas le même style, mais comme je connais bien ces films, j'allais pas aller n'importe où non plus, donc ça c'était assez agréable d'avoir déjà c'est comme avec Virgin, qui elle a son style, je sais vers où elle va aller, et je pense que c'est pour ça qu'elle aime bien travailler avec moi, c'est que je vais pas aller n'importe où, et voilà. Après je vais pas aller là où elle veut forcément, mais comme ce qu'elle m'a souvent dit, c'est tant que ça lui va, elle va pas faire de remarques, voilà. Donc c'était pareil avec Atsushi Wada, sauf que lui je sais moins ce qu'il pense. C'est parce qu'il est loin, voilà. Est-ce que, pour Atsushi Wada, je sais que ça a compté, pour Virgin aussi, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive souvent, justement, en fait, ça me fait penser à Jérémy Clapin dans la dernière émission, qui disait que voilà, il a eu des animateurs qui savaient, sur J'ai perdu mon corps, qui ne savaient pas ce qu'il avait fait avant. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'arrive souvent, justement, que est-ce que tu choisis des projets où systématiquement si tu connais le travail des réals et c'est important pour toi pour t'investir dedans? Je vais répondre pour le court-métrage, je pense, parce que pour la série ou autre, c'est plus des genres, donc voilà. Mais oui, c'est important. Après, ça dénature complètement le film, je pense, si tu connais pas le travail, à moins d'être un génie et de savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc, non, c'était surtout, je pense que Jérémy Clapin disait qu'en gros, c'est vrai qu'il s'est retrouvé avec des gens et il disait qu'il ne connaissait pas, parce que les gens savaient qu'il allait travailler sur un film d'un tel ou tel, là c'était Jérémy Clapin, et qu'en fait ils n'ont pas regardé ce qu'il avait fait avant. C'est-à-dire le manque de curiosité finalement. Est-ce que vous, si on vous propose, toi si on te propose quelqu'un que tu connais pas, est-ce que tu vas regarder sur internet et se dire bon tiens, je le connais pas, je regarde, etc. et juste pour découvrir? Mais je crois que je connaissais les choses sur lesquelles j'ai travaillé, en fait. Ça m'est jamais arrivé de me dire je connais rien du tout. Et aussi, même pour le long métrage de Lucie Nicolas, j'ai pas regardé ce que les réalisateurs avaient fait, parce qu'ils ont pas. Le réalisateur il faisait du montage. Et en fait, j'ai regardé ce que les boîtes de prod avaient produit, par exemple. Mais bon, aucun rapport. Donc voilà. Non, mais intéressant de voir. Et puis Petit Nicolas reste dans un style proche de Sampé. Oui. Donc. Oui, après. Il faut connaître. Tu t'intéresses un peu du coup au style de Sampé. C'est dur de travailler sur autre chose
que du court et de travailler sur un long. Et après, on pourra... Parce que Marie Curie, on l'a pas dit, mais c'est pas un 10 minutes. C'est un 52. Voilà. Donc, on va pouvoir poser la question après à Marie-Lou qui va avoir le temps. Mais toi, à Camille, pardon. Mais Marie-Lou, toi qui avait travaillé plutôt sur des cours, sur des choses comme ça, d'un seul coup, de travailler sur un long comme le petit Nicolas, en plus sûrement quand même quelque chose d'un peu gros, on va dire. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus long, donc il faut tenir la durée. Mais il y avait quelque chose sur le film là qui faisait... C'était 7 mois et demi d'animation à La Réunion. Mais un truc qu'ils n'ont pas encore trop fait de pub là-dessus, donc je sais pas si on peut dire. Mais il y a 2 styles d'animation. Ouais. Du coup, ça faisait moitié-moitié finalement. Au bout de 3-4 mois, on est repassé à comme si on travaillait sur autre chose un peu. Et là, tu viens de faire rêver évidemment Camille en disant 7 mois et demi à La Réunion. Tu as juste dit comme ça, 7 mois et demi à La Réunion. Puis, quand même. Ça va sur les équipes d'Angoulême. Ouais, c'était plutôt par rapport aux équipes d'Angoulême et La Réunion. Je sais pas qui a travaillé combien de temps exactement. Est-ce que c'était mieux de travailler à Angoulême ou à La Réunion? C'est ça que tu es en train de dire. Je pense qu'il n'y a pas photo. Mais je vais rien dire contre les gens qui sont d'Angoulême. C'est pas un 10 minutes. On reparlera du petit Nicolas en tout cas, peut-être un petit peu plus tard. Donc 52 minutes. Oui, ça s'est emballé à cause du sujet, en fait. Moi, j'ai naïvement écrit un 26 minutes, ce qui était déjà... je me suis dit, c'est déjà un gros pas. Moi, mon dernier film, c'est 9 minutes et demie, donc 26, ok. Mais je sens qu'il y a un peu de matière. Et quand je suis arrivée à la première résidence d'écriture qui m'a accompagnée sur ce projet, et ils m'ont dit, non, mais il n'y a pas 26, là, il y a 52. Donc, soit tu changes l'histoire, ou l'axe, enfin voilà, non, tu réduis les faits, quoi, tu changes l'histoire. Soit si tu veux couvrir vraiment les 4 ans de guerre, je pense que tu vas sur le spécial au-dessus, parce que voilà, en fait, c'est des formats à télé, il y a une diffusion, une place pour le 26, une place pour le 52, donc tu devrais aller sur du 52. Et ensuite, en travaillant avec une productrice qui fait un petit tour de ce qui existe, elle me dit qu'en fait, le 26 minutes adulte n'existe pas. Actuellement, il n'y a pas de place. Donc, si on veut faire de l'animation adulte en télé, dans les spéciaux, c'est du 52. Donc, coup de bol en fait, parce que j'allais dire, tu vas voir ta productrice après, tu vas. Finalement, je vais pas faire un 26, je vais faire un 52. Ben, bien sûr. 2 fois plus d'anime, 2 fois plus de temps. Non, en fait, c'est la productrice elle-même qui dit finalement, on va peut-être avoir plus de facilité. D'avoir des financements. Qui ajoute un argument en plus de celui du scénar qui dit, en fait, en plus, il y a le fait que un 26. Ça trouve pas son public en adulte, quoi. Et est-ce que du coup, tu vas voir des réals qui ont déjà fait ça ou pas du tout? Enfin, là, je pense à Olivier Cossu, notamment, qui a fait Un homme est mort. J'allais dire récemment, mais ça commence à dater un petit peu. Voilà, je vais te voir en t'appelant à l'aide et tu me dis, mais tu devrais discuter avec des réals qui ont fait des longs formats, ça t'aiderait beaucoup. Et est-ce que je l'ai fait? En fait, j'ai pas mal discuté avec Charlie, qui était sur un 26, donc Charlie Belin. On sauvera, donc ça tombe bien, en fait, on a cité tous les gens en juin, donc 25 juin. Voilà. Qui a fait Drôle d'oiseau, qui est disponible en ce moment en ligne. On en a beaucoup parlé. On fait la clôture d'un très bon festival. Pardon Camille, vas-y. Mais oui, du Piaf. Et puis, j'étais émue aux larmes en voyant son film, donc je vous le conseille, qu'on pourrait le voir. Je crois que j'ai échangé beaucoup là-dessus, sur l'écriture. Et c'est des choses qui sont malgré tout différentes, parce que finalement, c'est pas qu'un format, c'est aussi, par exemple, ce qui est beau dans Drôle d'oiseau, c'est qu'il se passe peu de choses. Ouais. C'est ça. Là, finalement, je suppose que 14-18, c'est pas la même chose que Drôle d'oiseau, donc c'est aussi... Je vais pas pouvoir faire le film de fin d'études du DMA avec Marie Curie, quoi. Je sens, et puis 52 minutes cadre. Non, mais c'est plus du tout ténu, c'est plus du tout uniquement poétique. Enfin, je passe dans un registre un peu différent. Il y a une histoire qui me parle, donc je veux y aller, mais je découvre que niveau cinéma, on rentre un peu dans un autre truc. C'est pas forcément ma zone de confort, quoi. Mais donc c'est un truc que tu subis un peu, ça. Enfin, parce que c'est un challenge. Oui, c'est ça. Je sais pas, c'est comme quand tu dis qu'à un moment le personnage
c'est lui qui prend sa vie et que, en fait, il y a un moment, j'ai l'impression que le scénario et mon envie d'histoire, elle est en train de... Ça t'appelle. C'est cette histoire qui me guide et qui me dit, non, moi, je vais être un 52, je vais être très narratif, non, il va falloir que tu dialogues et tout. Et donc, je dois suivre un peu ça, tout en essayant de naviguer et en me disant, ouais, mais est-ce qu'il faut quand même que ça reste un film qui me ressemble, il faut quand même que je me fasse plaisir, et comment on trouve, sans avoir trop l'exigence ou l'idée qu'on va révolutionner tout d'un coup le long format en anime, mais... Donc dans ce cas-là, le temps est moins un ennemi que quand d'un seul coup on se dit il faut que je retrouve mon premier dossier, c'est plus tout ça, j'ai changé, que là finalement la réflexion qui avance te permet de découvrir un nouveau film au fur et à mesure, et te permettre des choses. Le temps est quand même nécessaire pour faire toute cette avancée-là et cette réflexion sur, mais en fait, quel est le film dont tu as besoin, cette histoire, et comment j'y vais. Et c'est pas si mal d'avoir un peu du temps pour réfléchir. L'importance de pouvoir être payé pour tout ce qui est pré-production, scénario, etc. Et voilà, il vaut mieux pouvoir vivre et à l'avance et d'avoir le temps par rapport à ça. Marie-Lou, c'est quoi, toi, le... Alors, on allait poser la question. Oui, les prochains, est-ce qu'il y a une envie vous aurez votre réponse. Est-ce qu'il y a une envie de cours? Est-ce qu'il y a une envie de choses? Ou est-ce que là, on annonce au micro que tu cherches du travail et qu'il faut qu'on t'envoie un mail pour te trouver du travail? Oui, je cherche du travail. Et surtout, pour l'instant, si ça commence à revenir, l'envie de faire quelque chose de plus lâché, mais il faut le faire. Aussi, ça m'arrangeait bien d'avoir les bancs titres parce que c'est tout installé et tout ça. Et là, j'ai rien, donc il faut trouver une autre manière de faire. Ou réinstaller un banc titre. Ou sinon, aller, je sais pas... Faut se déplacer dans le nord de la France, demander une résidence à train-train. Je dis ça comme ça. Hein, mais pour ça, il faut avoir une idée un peu claire. Pour l'instant, j'ai pas d'idée claire. C'est pour ça que ça en est là. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. N'allez pas tous et tout à train-train en leur demandant une résidence. C'est pas le but. Mais Marie-Lou connaît aussi, elle y a déjà été. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Après, il va m'engueuler. En disant on a reçu 25. Ça, on va le couper dans le replay. Oui, c'est ça. Pour pas toquer. Il reste 5 minutes. T'avais une autre question? On va pas parler du futur de l'animation en 5 minutes. Non. C'est trop. Marie-Lou est contente qu'on parle pas du futur de l'animation, qui va être trop bien. Camille dit, moi, le futur de l'animation, déjà, c'est de réussir à finir mon scénar, mon storyboard. Donc, le futur, vous êtes gentils, mais j'ai autre chose à faire. Et puis, je vais pas. Voilà. Donc, est-ce que tu as une autre question? Vous regardez beaucoup d'animations? Toutes les deux, quand vous pouvez, je dis pas que c'est simple, mais quand vous pouvez, vous regardez beaucoup. C'est une question qu'on se pose beaucoup avec Antoine, des cinéphiles en animation, et de voir, c'est un peu ce que je disais au début, qu'il y avait finalement des fois peu de cinéphiles en animation. Est-ce que vous regardez de l'animation et du cinéma, Marie-Lou? Je le fais notamment parce que il y a plein de films qui circulent sur Internet, et quand je les vois en ligne, je regarde. C'est comme ça que je fais, on va dire. Ouais. Et donc tu regardes assez régulièrement, c'est quand même quelque chose que tu fais, de regarder de l'animation, te nourrir un peu d'animation. Ouais. Oui, j'aime bien regarder ce qui passe. Et du cours Du cours, ouais. Les longs, là, j'ai un peu, mais c'est aussi parce que cette année, j'avais pas accès à des cinémas qui projetaient ça. Donc cette année, j'ai un peu raté tous les longs. Donc, me posez pas de questions dessus. Mais des cours, par contre, à part ceux qui sont pas en ligne, je regarde quand je les vois passer. Après, j'ai pas réussi à me connecter sur France Télé pour regarder Drôle d'oiseau. Toujours pas. Et des films comme La Traversée, de voir que la peinture animée commence à arriver en long métrage. Ça, justement, il faut que je le voie parce que je l'ai pas sorti à La Réunion, donc je l'ai pas vu encore. Toi, Camille? Camille, elle veut pas répondre à cette question parce qu'elle espérait que... Je crois que j'ai plus de live que d'anime en fait au quotidien, parce que j'ai un cinéma accessible à côté de chez moi. Donc je suis allée voir Le Sommet des Dieux, mais je vois pas mal de films, et en fait l'anime n'étant pas connecté, étant très peu sur Instagram ou Facebook, et en fait c'est là quand même que les gens disent ou de ce lien vous pouvez. Et donc la dernière fois que j'ai vu de l'anime depuis chez moi, c'était quand il y a eu, quand j'ai dû passer sur un réseau ou quoi, et qu'il y avait les Césars, je crois, et donc j'ai dû voir deux trois films qui étaient sur Arte Replay. Oh, t'exagères parce que t'étais dans le jury du Piaf. Et après, t'en as vu plein. Et après, et là, Antoine qui répond, il est vache d'avoir dit ça. J'aime bien quand t'as ce petit truc là de dire,
tu dis, t'es un salaud. Donc, pardon. Donc je disais la dernière fois que je regardais depuis chez moi, et ensuite j'allais parler du Piaf, où j'ai eu la chance de voir Drôle d'oiseau. Non, mais surtout, juste, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a quand même quelques sites, je te le dis à toi, mais il y a quand même quelques sites qui, comme Katsuka, comme 3DVF, il y a quand même quelques sites qui de temps en temps font passer des cours. Je dis ça, c'est parce que j'ai eu un site pendant des années, et c'est vrai qu'on a envie de dire, il y a quand même ces sites-là qui d'un seul coup vous pointent, on aime ou on n'aime pas, mais vous pointent quelques cours, et c'est vrai que c'est aussi ça qui fait vivre le cours, qui reste pour moi le format le plus passionnant. En animation. En animation. Je me cache toujours derrière Jean-François Léguigny, puisque c'est lui qui dit ça, donc dans ce cas-là, c'est facile de dire que c'est Jean-François Léguigny qui dit ça. Merci beaucoup. Merci. À toutes les deux. On se retrouve d'ici 5-6 ans. Pour nous parler de... Pour l'update. Pour l'update, voilà, tout à fait. On a hâte de voir Marie Curie. L'autre projet dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est plutôt un projet pour les enfants, un long métrage. Oui, c'est la première expérience cinéma, vraiment 3-4 ans. Donc c'est assez enthousiasmant pour ça. Donc on en reparlera un tout petit peu quand les choses arriveront. Puis on espère recevoir Marie-Lou pour de nouvelles aventures qu'elle mène. Merci beaucoup. Nicolas, on va finir avec le dernier morceau. En fait, pas le dernier morceau. Un morceau qui dure 2 minutes 02, qui s'appelle Gohato. G-O-H-A-2-T-O. Tu l'as ? On va finir ça parce que je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est vraiment j'avais 2 minutes, on savait que ça allait être court, on pourra même le finir avant. C'était pour souhaiter un petit peu en retard, et puis comme Marie-Lou était là, il vient d'avoir 70 ans en janvier, Haruichi Sakamoto, voilà, grand pianiste, grand compositeur japonais. J'ai pris vraiment l'une des choses les plus connues qui est le générique de Taboo de Nagisa Oshima, sublime film sur notamment l'homosexualité chez les samouraïs. On se retrouve dans un mois, et vous savez quoi, juste faut que je dise, on a déjà notre invité parce que c'est Antoine qui s'en occupe. On aura Titou en Bordeaux dans ce truc qui viendra spécialement pour nous. Merci beaucoup Nicolas, merci à tout le monde. Merci. Et à très vite, bye bye.